À tous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver. On va terminer rapidement la séance sur penser par soi-même, sur l'individualisme épistémique. Et après, je céderai la parole à Florian pour parler de la question de l'expertise. Donc la semaine passée, on a vu ensemble cette problématique de l'individualisme épistémique, cette idée qui avait un petit peu deux composantes. Hein. La première, c'est je dois me fier à moi-même, je dois tout vérifier par moi-même. Et la seconde, c'était parce que je peux placer ma confiance en personne. En tout cas, je dois me méfier des autres. Et on avait vu également qu'il y avait beaucoup de points communs quelque part entre la pensée critique et la mentalité conspirationniste. Finalement, c'était pas des champs si éloignés. Il y avait beaucoup de points de rencontre. Et puis on s'était arrêté à la réflexion sur les possibles solutions face au problème de l'individualisme épistémique. Et donc je commence avec une de vos remarques ou questions. La personne a demandé, a dit par rapport au texte de Guillon, je suis d'accord avec le diagnostic de l'auteur, mais je ne suis pas sûre de la thérapie proposée. Est-ce qu'il est suffisant de clarifier la distinction entre esprit critique et le scepticisme pour arrêter cette tendance d'individualisme épistémologique ou de conspirationnisme? Quelle définition devrions-nous alors utiliser pour esprit critique? Et je pense que vous avez, au vu des remarques et des commentaires que nous avons reçus, je pense que vous avez été effectivement nombreuses et nombreux à dire je suis d'accord avec le constat de Guillon, par contre, les solutions proposées, pas tout à fait certain. Et donc la question c'est quelle définition on devrait utiliser pour esprit critique? Et ça, Guillon a déjà une proposition dans le texte. Et je vous lis du coup ce passage, même si vous avez lu ces choses-là, comme ça vous remet dedans. Il dit, face à des adversaires qui ont parfaitement intégré une rhétorique de l'esprit critique, la solution ne consiste donc pas à prêcher l'esprit critique, surtout dans sa version sceptique et individualiste comme le font les débunkers, mais à redonner à l'esprit critique sa signification véritable, c'est-à-dire une méthodologie du discernement, du grec krinein, qui signifie séparer, passer au tamis, et non pas une méthodologie du rejet sceptique de toute connaissance. Le rejet sceptique de toute connaissance par témoignage, de toute connaissance par autorité épistémique n'est pas une démarche critique puisqu'elle n'opère aucun discernement entre les sources épistémiques fiables et les sources épistémiques n'ayant aucune crédibilité. Le véritable esprit critique ne revient pas à adopter une épistémologie strictement individualiste, selon laquelle je devrais tout vérifier par moi-même faute de pouvoir me fier au moindre témoignage d'autrui. Il consiste à savoir discerner les témoignages ou les sources d'informations qui sont fiables et crédibles, par exemple, celles émanant du consensus de la communauté scientifique, en rejetant les témoignages ou les sources d'informations qui n'ont aucune raison d'être fiables, par exemple une vidéo prise au hasard sur Internet. Donc selon Guillon, la solution pour répondre à ce problème de l'individualisme épistémique qui est un petit peu coincé dans la notion d'esprit critique, c'est de dire l'esprit critique consiste en un discernement entre des sources fiables et des sources non fiables. Et on a quand même le sentiment que oui, c'est un bon début, mais qu'il manque quand même quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que disait l'une des personnes parmi vous. Est-ce que la solution proposée par l'auteur n'est pas un peu circulaire? En effet, il est suggéré dans l'article que pour essayer d'arrêter cette tendance à croire aux théories du complot présentées comme celles que l'on croit, si l'on manque d'esprit critique, on devrait mieux comprendre la notion d'esprit critique, ce qui me semble à la fois trivial et peu applicable. Alors, je ne sais pas si c'est trivial, mais effectivement, on peut se demander si la simple redéfinition de l'esprit critique en une capacité de discernement suffirait quelque part à ne pas tomber dans le piège de l'individualisme épistémique. Et j'ai l'impression, en effet, en suivant le raisonnement de certains parmi vous, qu'effectivement, il y a cette nécessité de définir l'esprit critique comme une capacité de discernement, mais il y a peut-être un enjeu central qui précède cette idée du discernement, et c'est la capacité à accepter une certaine forme de dépendance épistémique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Le fait est que l'immense majorité de ce que nous connaissons nous provient d'autrui. Je vais reprendre là les propos de Thierry Herman qui dit que la connaissance acquise sans recours à l'autorité constituerait l'exception plutôt que la règle. Et dans une autre formulation, le philosophe Battersby qui dit « We are more frequently knowledge consumers than we are producers ». Le plus souvent, nous consommons de la connaissance et nous créons nos pensées sur la base des différentes connaissances que nous recevons. Et c'est assez rare qu'on soit dans une posture de produire de la connaissance. Et donc, le fait qu'on ne soit pas pleinement autonome, épistémiquement parlant, je parle toujours d'épistémologie,
on peut être autonome sur plein d'autres aspects de sa vie, mais du point de vue épistémique, il y a plein d'éléments qui font qu'effectivement, nous ne sommes pas pleinement autonomes sur le fait de savoir les choses. Alors, quelques éléments, c'est sans doute pas exhaustif, mais souvent on ne peut pas être complètement autonome épistémiquement, tout simplement parce qu'on manque de temps. On ne peut pas connaître toute chose parce qu'on n'aurait pas le temps d'étudier tout ce qui existe, toutes les disciplines qui existent. On manque des fois de ressources financières parce que l'accès à la connaissance, c'est quelque chose de coûteux. Et parfois, tout simplement, nous n'avons pas suffisamment les capacités cognitives spécialisées pour étudier certaines branches. Il y a certaines branches de la science qui nécessitent des capacités de calcul mathématique extrêmement complexes. Eh bien, ma foi, certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à ça. Et donc, souvent, on n'a pas le choix, finalement, c'est une réalité de notre vie, qu'on n'a pas le choix de croire sans savoir et donc d'accepter un certain degré de dépendance épistémique, pour reprendre le terme de Hardwick. Seulement quand on se dit qu'on doit accepter cette posture de dépendance épistémique, il convient de faire une distinction, parce que souvent on est un petit peu allergique à cette idée de la dépendance, et peut-être qu'en amont, pour pouvoir mieux accepter cette idée de dépendance épistémique, il s'agirait déjà d'opérer une distinction, et je l'ai déjà un peu mentionné la semaine passée, entre les autorités institutionnelles. Donc on va accepter une autorité institutionnelle, donc cette autorité est basée sur la légitimité de l'institution, donc ça peut être des instances politiques, des religions, etc. Et dans ces cas-là, évidemment, ce ne sont pas toujours, en tout cas, des institutions qui ont pour but de créer et de promouvoir de la connaissance. Donc on est tout à fait en bon droit de questionner la valeur épistémique des informations que ces institutions nous transmettent. Et d'un autre côté, donc on a les autorités institutionnelles et de l'autre côté des autorités plus épistémiques, qui sont des autorités reconnues qui, selon certains critères, et il s'agira effectivement de discuter de ces critères, représentent des sources de connaissances fiables. Et bien souvent, c'est assez difficile de distinguer ces deux types d'autorités parce que, typiquement, l'université, c'est une autorité institutionnelle, mais c'est aussi une autorité épistémique. Mais souvent, dans notre esprit, quand on se dit, vous vous rappelez de cette définition de l'esprit critique qui dit « l'esprit critique rejette toute forme d'argument d'autorité », eh bien, on ne sait pas, est-ce qu'on rejette toute forme d'autorité institutionnelle ou autorité épistémique, et rejeter toute forme d'autorité épistémique, ça revient à s'inscrire dans un individualisme épistémique. Donc il s'agit, dans l'idée d'accepter une certaine dose de dépendance épistémique, de se demander, mais en fait, à quelle autorité est-ce que j'accorde ma confiance ? Et puis, encore un élément, toujours sur Guillon, il avance, le propos de l'individualisme épistémologique est de rejeter toute forme de privilège épistémique. Un texte ou une vidéo conspirationniste ne prétend donc jamais avoir un privilège épistémique sur les personnes qui lisent ou regardent. Au contraire, toute sa rhétorique est basée sur le fait que personne, pas même l'auteur conspirationniste, n'a de privilège épistémique. Donc c'est vraiment cette idée de l'individualisme épistémique, c'est on est tous au même niveau, finalement. Il n'y a personne qui a une autorité sur personne. Et ça, je trouve qu'il y a quand même de la mauvaise foi là-dedans. Pas de la mauvaise foi de la part de Guillon, de la part des personnes qui entendent ne donner aucun privilège épistémique à personne. Parce que celles et ceux qui vont adopter l'idée que les vaccins causent l'autisme, quelque chose qui a depuis longtemps on a depuis longtemps démontré que ce n'est absolument pas le cas, celles et ceux qui continuent à croire cette fausse information donnent un privilège épistémique à Andrew Wakefield, qui est la personne qui a lancé cette idée. Donc ils vont quand même estimer que cette personne en sait plus que le consensus des médecins, et donc il y a quand même un privilège épistémique qui est donné à certaines personnes. De même, parmi toutes les personnes qu'on observe, qu'on rencontre dans le documentaire sur la Terre plate, il y a ce monsieur, Mark Sargent, qui organise une conférence internationale des terreplatistes. Et donc dans l'idée de créer une conférence internationale, il y a des conférenciers et des conférencières qui vont venir transmettre toutes les preuves qu'ils ont récoltées. Et donc forcément que ces personnes qui viennent parler au pupitre, ils ont une forme de privilège épistémique. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu de mauvaise foi parmi celles et ceux qui vont dire que personne n'a de privilège épistémique. Bien sûr qu'on place notre confiance dans certaines personnes. Et donc on en arrive à cette question centrale. Une personne parmi vous a dit « Je crois qu'une solution plus judicieuse serait de restaurer la confiance dans les institutions.
Cela est nécessaire car les institutions jouent un rôle crucial dans la vérification et la validation des informations, ce qui peut contribuer à atténuer la propagation des théories du complot et à promouvoir une meilleure compréhension de la réalité. Et donc effectivement, c'est ce que des chercheurs et des chercheuses ont proposé en tant que redéfinition de l'esprit critique. Alors déjà, il y a cette idée d'inscrire tout court ou de réinscrire en tout cas l'esprit critique dans une forme d'épistémologie sociale, dont Florian va nous parler tout à l'heure, et par conséquent, donc comme je l'ai dit, travailler à cette posture d'acceptation de la dépendance épistémique. Et puis, il y a une équipe de chercheuses et de chercheurs menée par Elena Pasquinelli à Paris, qui a proposé tout récemment, il y a 2 ans, une toute nouvelle définition de l'esprit critique, que je ne vous ai pas encore proposée, parce que je la gardais pour ce cours. Et donc, une idée, c'était de remplacer le scepticisme par la notion de confiance. Et voilà la nouvelle définition de l'esprit critique qui était proposée. L'esprit critique est l'ensemble des capacités et des critères qui permettent d'évaluer la qualité épistémique des informations disponibles et de doser de façon conséquente notre confiance en ces informations en vue de prendre une décision, de se forger une opinion, d'accepter ou de rejeter une affirmation à bon escient. Évaluer la qualité épistémique d'une information signifie se demander si l'information a de bonnes chances de correspondre à la réalité, donc si elle mérite notre confiance. Est-elle plausible à la lumière des connaissances existantes? Est-elle basée sur des preuves solides? La source de l'information est-elle fiable? Et donc là, il y a quand même quelque chose d'un renversement, c'est-à-dire qu'avec une telle définition, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais avec une telle définition, on évite de tomber dans l'individualisme épistémique parce qu'il n'y a plus d'idée de « je pense par moi-même, je me fais mes propres idées parce que je ne place ma confiance en personne ». Au contraire, il y a cette idée de « je vais faire confiance à certaines personnes pour savoir des choses, par contre, je ne vais pas donner ma confiance n'importe comment ». Et donc, je vais utiliser certains critères pour savoir où est-ce que je place ma confiance épistémique. Oui, je vous écoute. Oui. Mhm. 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 Alors, on va voir après, quand on étudie les critères, qu'il y a effectivement des critères qui sont un peu plus émotionnels que d'autres. Là, on parle vraiment de confiance épistémique, c'est-à-dire que ça va pas être la confiance de est-ce que je fais confiance à ma babysitter pour les laisser mon enfant. On parle pas même si ça ressemble, on parle vraiment de confiance épistémique. Est-ce que je fais confiance à cet individu pour me fournir une certaine quantité de connaissances valables? Mais on va voir que ça se mélange. Et puis on voit qu'il y a déjà 2 niveaux. La confiance qu'on va donner dans l'information et la confiance qu'on va donner à la source, et que c'est encore une fois pas tout à fait la même chose. Ouais. Ouais. Oui. Exactement, exactement. On a un peu élagué le problème de l'individualisme épistémique parce qu'au moins on ne pense plus par soi, enfin disons, évidemment qu'on pense de manière autonome, mais qu'on s'est pas dit c'est bon, je suis une île, je n'ai pas besoin des autres. On a commencé à inscrire l'esprit critique dans une épistémologie plus sociale, mais on n'a toujours pas évacué le problème du conspirationnisme parce que on ne sait pas quels sont ces critères qui permettent de placer notre confiance. Et je pense que ça fait une transition parfaite pour le propos de Florian, et donc je lui laisse la place. Oui, du coup, on va parler de confiance, justement, et principalement du problème de l'expertise. Donc, ça s'inscrit directement dans la suite de ce que Céline a présenté, hein. Donc, ce que Céline a présenté, c'est les difficultés de penser par soi-même, et on voit qu'en général, on a besoin de faire confiance aux autres pour acquérir un certain nombre d'informations. Mais ça pose tout un tas de questions sur comment on fait confiance, sur quels critères, etc. Donc, juste, je vais parler un peu euh, du domaine dans lequel s'inscrivent ces recherches, qui s'appelle ce qu'on appelle l'épistémologie sociale, comme Céline l'a déjà mentionné. Alors, qu'est-ce que c'est l'épistémologie sociale et quand est-ce que ça sort? Je vais faire un bref historique. D'abord, je vais raconter une petite anecdote que j'aime bien parce que ça illustre un peu le problème. Donc, je vous avais présenté l'idée que penser par soi-même, c'est vraiment l'idéal de la pensée rationnelle. Je vous avais dit que c'était quelque chose des XVIIe et des XVIIIe siècles. Mais c'est toujours quelque chose qui est toujours très prégnant, dans le sens où il y a quelques années, j'ai été invité
à Lyon pour un festival de sciences, de conférences sur la science. Et j'avais beaucoup apprécié. Il y avait une conférence où la conférencière, qui était astronome, euh, avait utilisé des gadgets qui dépassent mon entendement, ce qui permettait à l'audience d'écrire les réponses aux questions directes, et ça apparaissait directement sur l'écran de la conférencière. Waouh, c'est de la sorcellerie. Et bref, elle avait demandé aux gens, mais du coup, est-ce que vous pensez que la Terre est ronde? La plupart des gens disent oui. Et comment vous savez que la Terre est ronde? Et là, bon, les gens ont écrit des réponses qui sont apparues sur l'écran. Il y en a qui disaient, bon, bah, parce que les bateaux disparaissent derrière la ligne d'horizon, donc elle n'est pas plate. C'est parce qu'il y a l'ombre de la Terre l'ombre de la Terre sur la Lune pendant les éclipses, elle est ronde tout le temps, etc. Et bien, en fait, la plupart des gens disaient, bah, parce qu'on me l'a dit, hein, parce que je l'ai appris à l'école, et parce qu'on peut voir les photos des satellites, etc. Et là, la conférencière avait dit, ah oui, mais non, mais ça compte pas. C'est vraiment cette idée que bah, vous ne savez pas que la Terre est ronde si vous le dites uniquement parce que d'autres gens vous l'ont dit. Et, mais en fait, bon, là, comme l'a dit Céline, la plupart de ce qu'on sait, on le sait par le témoignage d'autrui. Donc témoignage, on n'a pas assez insisté là-dessus, je pense, mais en philosophie, témoignage, ça fait très tribunal, etc. Mais une connaissance par témoignage en philosophie, ça veut dire une chose qu'on croit parce que quelqu'un nous l'a dit. Hein. Voilà, donc si votre prof de maths vous dit que le théorème de Pythagore est vrai, c'est une connaissance par témoignage. Ça sonne un peu bizarre, j'avoue, mais il faut juste vous mettre ça dans la tête. C'est juste une connaissance qui dépend d'autrui et qu'on n'a pas acquis soi-même. Et bah, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention des philosophes, mais assez récemment. Donc, par exemple, Céline a parlé de dépendance épistémique. L'article qui lance le terme, vous le voyez ici, il date de 1985. Hein. Vraiment cette idée que, en fait, si nous regardons la plupart des choses que nous pensons savoir, si nous faisons comme la conférencière que j'ai citée, si nous considérons que on ne sait pas vraiment les choses, si on les sait uniquement parce que les gens nous les ont dit, bah, en fait, on ne sait vraiment pas grand-chose du tout. Donc il semble qu'en fait, une grande partie de notre connaissance, elle vienne d'autrui. Et ça, c'est des questions qui vont être dans un champ, au cœur d'un champ qui apparaît dans les années 1980, un champ de la philosophie analytique qui s'appelle l'épistémologie sociale. Et l'épistémologie sociale, c'est juste l'idée d'étudier la connaissance, non pas comme quelque chose qu'on fait individuellement, c'est pas moi tout seul qui crée ma connaissance en observant le monde, mais en fait c'est une sorte de travail collectif que fait toute une communauté, voire toute l'humanité ensemble. La connaissance progresse parce que nous sommes un groupe qui échange des informations et qui cherchons ensemble la vérité, et pas juste tout seul dans notre coin comme Descartes, par exemple, comme Descartes prétendait le savoir. Alors cette idée, d'une certaine façon, on en trouve déjà des gens qui la défendaient au XVIIe siècle. Je vous ai dit que le XVIIe siècle, c'est la grande mode de penser par soi-même. Descartes, les empiristes, tout le monde est d'accord, mais il y a toujours un grincheux qui n'est pas d'accord, c'est Pascal. Et Pascal a écrit un texte qui est très connu, donc je suis obligé de vous le citer. Pascal a écrit un traité du vide. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Comme je vous l'ai dit, peut-être que j'ai déjà mentionné, mais une des grandes querelles scientifiques du XVIIe siècle, c'est à savoir est-ce que le vide existe dans la nature. Parce que dans la physique aristotélicienne, il y a l'idée que la nature a horreur du vide. Donc dès que vous faites du vide, la nature va chercher à remplir le vide. Alors vous allez dire c'est un peu bizarre, mais c'est parce que une chose que les gens essayent de comprendre à l'époque, c'est de savoir comment les pompes ça fonctionne. Parce qu'on sait que les pompes ça fonctionne à l'époque. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les pompes parce que les gens en Italie, par exemple, veulent faire des très belles fontaines dans leur villa qui sont un peu en hauteur au-dessus des falaises. Donc il faut amener de l'eau là-haut. Donc on perfectionne les pompes. Et on voit que donc la pompe, le principe, c'est que vous faites du vide, puis hop, une fois que vous avez fait du vide en pressant et que vous relevez, là l'eau monte là où il devrait y avoir du vide. Mais le problème, c'est que certaines villas sont très très hautes, et du coup, les Italiens se rendent compte que les pompes marchent pas à partir d'une certaine hauteur, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire des pompes infiniment grandes. Si vous avez un tube très très grand, que vous faites du vide dedans, puis que vous le retirez, l'eau, elle va pas monter indéfiniment. Du coup, se pose la question de savoir, mais est-ce que la nature, elle a horreur du vide un petit peu? Pas tout le temps, jusqu'à une certaine limite, etc. Donc Pascal, lui, va proposer un truc assez dingue, c'est l'idée qu'en fait, la nature n'a pas horreur du vide, hein, c'est juste l'air qui appuie sur l'eau d'un côté qui fait monter l'eau dans la pompe. Et du coup, bon, bah, s'il y a trop d'eau, bah, la pression de l'air, elle n'est pas assez forte pour pousser l'eau tout en haut de la pompe. Et donc, il va le démontrer par un certain nombre d'expériences, ce qui fait que l'unité de pression atmosphérique, c'est le Pascal. Et donc, il publie son traité du vide et il écrit une préface qui ne sera jamais publiée mais qui reste connue, dans laquelle il défend l'idée que, en fait, bah, c'est complètement idiot de penser c'est le XVIIe siècle, les gens étaient idiots avant, nous on se détache de tout ce qui a été fait avant et c'est juste parce qu'on est plus malin qu'on arrive plus loin que les anciens. Non, l'idée c'est que bon, on est plus malin qu'eux justement parce qu'on hérite en fait de toutes leurs tentatives en fait.
Si on reprenait du début en éliminant tous les Grecs et tous les médiévaux, malgré ce que croient des gens comme Descartes ou Locke, bah non, on serait pas aussi bon en fait. Hein, il fallait vraiment en passer par là. Et donc il fait il fait une sorte de comparaison où il dit qu'en fait c'est l'humanité entière qui sait et pas l'homme individuel. Donc il dit la chose suivante. L'homme est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu'il conserve toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises, et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés. Et comme il conserve ces connaissances, il peut aussi les augmenter facilement, de sorte que les hommes sont aujourd'hui en quelque sorte dans le même état où se trouveraient ces anciens philosophes, s'ils pouvaient avoir vieilli jusqu'à présent, en ajoutant aux connaissances qu'ils avaient celles que leurs études leur auraient pu acquérir à la faveur de tant de siècles. De là vient que par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier. De sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours, et qui apprend continuellement, d'où l'on voit avec combien d'injustice nous respectons l'Antiquité dans ses philosophes. Car comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont les plus éloignés. Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses et formaient l'enfance des hommes proprement. Et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. Ils doivent être admirés dans les conséquences qu'ils ont bien tirées du peu de principes qu'ils avaient, et ils doivent être excusés dans celles où ils ont plutôt manqué de bonheur de l'expérience que de la force du raisonnement. Vous voyez, Pascal est vraiment un peu à contre-courant, où, comme vous avez dit, il y a le XVIIe siècle, c'est l'idée, voilà, on va se débarrasser de tout ce qui a été fait avant, on va tout cramer, on reprend tout, et c'est pour ça qu'on y arrive. Pascal dit non, en fait, nous sommes très injustes, c'est justement parce qu'il y a toutes ces personnes qui ont essayé d'autres choses avant, et que nous construisons sur leurs succès et leurs erreurs, que nous progressons. Et donc la connaissance, elle se construit progressivement, pas à pas, de façon collective. Bon, mais Pascal est un peu tout seul, on va pas se mentir. Jusqu'au début du XXe siècle, l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie de la connaissance, les enquêtes philosophiques sur la connaissance, restent en général très très individualistes, avec quelques exceptions dont je ne vais pas parler. Et en fait, c'est dû au projet qui est celui de l'épistémologie jusque-là. En général, ce que cherchent à faire les philosophes quand ils font de la philosophie de la connaissance, au moins jusqu'à la première moitié du XXe siècle, c'est à décrire les règles pour le meilleur type de connaissance, la connaissance certaine. La connaissance est vraiment souvent associée à la certitude, au fait qu'on ne peut pas douter, au fait d'avoir des preuves très très solides. Et alors c'est vrai que dans ce cas-là, croire quelque chose juste parce que des gens nous l'ont dit, ça ne paraît pas aux philosophes très pertinent. Surtout que on cherche une définition de la connaissance qui peut guider le scientifique, qui peut guider le philosophe dans sa quête de connaissance. Donc si ce qui nous intéresse, c'est créer des nouvelles connaissances, progresser dans la connaissance, demander aux gens ce qu'ils croient déjà, ça n'est pas très intéressant, parce qu'on va juste savoir ce qui est déjà su et pas ce qui est nouveau. Et en fait, ce qui va se passer, ce qui va enclencher le mouvement vers l'épistémologie sociale, c'est que en fait, le but des philosophes en épistémologie va changer au cours du XXe siècle. Au cours du XXe siècle, il va y avoir un certain nombre de philosophes comme Moore et Wittgenstein qui vont donner naissance à un mouvement qu'on appelle la philosophie du langage ordinaire, où l'idée c'est de définir les concepts tels qu'ils sont utilisés dans le langage ordinaire. Donc du coup, les philosophes vont s'intéresser à la connaissance, non pas la connaissance idéale, certaine, etc., mais la connaissance où on parle de connaissance dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je dis, je sais qu'il reste des chaussettes propres dans le placard, c'est de la connaissance. Hein. Ou si je sais qu'il y a un bus tout à l'heure qui permet d'aller de Genève à la frontière, je le sais. Alors j'en suis pas complètement sûr, puisqu'il peut y avoir un astéroïde qui tombe et qui détruit tout d'ici là. Mais dans la vie de tous les jours, on dit qu'on sait ces choses-là en général. Par exemple, vous dites, voilà, je sais que mon nom est que je m'appelle de telle ou telle façon. On ne peut pas exclure complètement qu'en fait vous ayez été échangé à la naissance à un moment donné, que ça ne soit pas votre vrai nom. Mais on dit ces choses-là dans la vie de tous les jours. Donc il y a la philosophie du langage ordinaire, elle attire l'attention vers une conception de la connaissance qui est moins exigeante et qui est plus banale, plus ordinaire que la conception qu'avaient les premiers les philosophes comme Descartes ou Locke. Et donc ça amène à une fois qu'on s'intéresse aux connaissances ordinaires, on réalise que la plupart de nos connaissances ordinaires, elles viennent du fait qu'on les a apprises d'autrui en fait. Hein. Une grande partie de nos connaissances ordinaires viennent des choses qu'on nous a dit. Par exemple, on m'a dit que le feu, ça brûle. Peut-être que j'ai pas besoin de mettre ma main dans le feu pour vérifier si ça brûle. Peut-être que je peux croire les gens dessus, et puis c'est suffisant pour savoir si le feu brûle ou pas.
Et donc ça va amener un tas de connaissances, un tas de questions, et des questions que l'épistémologie sociale se pose, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que la confiance? Je ne vais pas trop en parler, mais à qui faire confiance et comment? Alors, parmi les premières questions soulevées en épistémologie sociale par l'épistémologie théomanienne, se trouve la question suivante qui est philosophique, sur laquelle je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais qui donne naissance à la question psychologique. Et la question de savoir, c'est, ok, un certain nombre de... J'accepte que je sais des choses parce que les gens me les ont dit. Je sais des choses parce que tel enseignant me l'a dit, parce que tel spécialiste me l'a dit. C'est donc que j'ai des raisons de croire ces choses-là. Parce que si je n'avais pas des raisons de croire ces choses-là, ce ne serait pas une connaissance. Une connaissance, c'est une croyance qui est accompagnée de raisons. Donc ça veut dire que le simple fait que quelqu'un me dise que c'est vrai, le simple fait que par exemple le professeur de mathématiques me dise que le théorème de Pythagore est vrai, ça me donne une raison de croire que le théorème de Pythagore est vrai. C'est pour ça que je le sais, parce qu'il me l'a dit. Et une question qui se pose en épistémologie sociale, que je ne vais pas creuser, c'est de savoir, mais comment ça se fait que le fait que quelqu'un me dise quelque chose me donne une raison de croire? Et il y a deux grandes solutions. Il y en a une qui dit, mais en fait, la raison de croire, si le professeur de mathématiques me dit que le théorème de Pythagore est vrai, ça me donne une raison de croire que le théorème de Pythagore est vrai, de façon uniquement dérivée, parce que d'abord j'ai des raisons de penser que ce que dit le professeur de mathématiques est vrai, j'ai des raisons de penser qu'il est compétent dans ce domaine. Donc en fait, cette raison-là, elle est dérivée d'un tout un tas de raisons. C'est d'abord j'enquête sur les gens, j'ai des raisons de penser que ce qu'ils disent est vrai, et donc quand ils disent une chose, ben je sais, ça me donne une raison de penser que ce qu'ils disent est vrai, parce que j'ai déjà prouvé d'une certaine façon que ce qu'ils disaient avait des chances d'être vrai. Il y a d'autres personnes, d'autres philosophes qui disent non, en général, le simple fait que quelqu'un me dise quelque chose me donne déjà une raison de le croire, même si je ne sais rien sur cette personne. C'est ensuite seulement que je peux soulever des doutes si j'ai des raisons de douter, mais le seul fait qu'il me dise quelque chose me donne une raison de le croire. Alors ça peut paraître bizarre, mais on peut mettre ça en parallèle avec, par exemple, quelle raison j'ai de croire qu'il y a ce produit nettoyant ici sur ce bureau. Alors c'est parce que je le vois, on est tous d'accord là-dessus. La raison que j'ai de croire qu'il y a ce produit nettoyant ici, c'est que je le vois. Mais pourquoi est-ce que je pense que le fait de voir le produit nettoyant me donne une raison de croire qu'il y a quelque chose sur le qu'il y a un produit nettoyant sur le bureau? Il y a deux solutions. Vous pouvez penser que le simple fait que je le vois me donne en soi une raison. Je n'ai pas besoin d'arguments supplémentaires. Je le vois, ça me donne une raison. Après, si c'était dans le brouillard et que j'étais pas complètement net, je peux soulever des doutes, des objections supplémentaires, mais en soi, le simple fait de le voir me donne une raison de croire qu'il y a le produit nettoyant, j'ai pas besoin d'autres raisons. Et puis, vous avez des gens comme Descartes qui disent non, le fait que je vois le produit nettoyant sur le bureau ne me donne aucune raison par soi-même de penser qu'il y a un produit nettoyant, je dois déjà prouver que mes sens et que ma vision est fiable, et ensuite, une fois que j'aurai prouvé que mes sens sont fiables, je pourrais dire que le fait de voir un produit nettoyant sur le bureau me donne une raison de penser qu'il y a un produit nettoyant sur le bureau. Donc il y a beaucoup de philosophes qui pensent, bon, c'est un peu bizarre cette deuxième solution est un peu bizarre parce que personne dans sa vie a décidé de prouver que ses sens étaient fiables avant de commencer à les croire, vous voyez? C'est un peu difficile. D'ailleurs, comment est-ce qu'on prouverait que nos sens sont fiables? On le prouverait comment? En étudiant le fonctionnement du système nerveux, du système oculaire, du système perceptif, mais j'aurais besoin de mes sens pour ça. Ce serait un petit peu circulaire, ce serait dommage. Donc, ce que disent les philosophes, c'est, en tout cas, pour les sens, pour la perception visuelle, on se dit, le simple fait que je vois le produit me donne une raison de penser qu'il y a du produit, et après, s'il y a des raisons de penser que cette première évaluation est fausse, je peux réviser mon jugement. Et certains disent, on devrait faire pareil en fait pour le témoignage. On devrait penser que le simple fait que quelqu'un me dise que quelque chose est vrai me donne une raison de penser que c'est vrai, même si j'ai pas fait un background check complet sur la personne pour savoir si elle était fiable. Ce que vont dire ces gens-là, c'est dire, voilà, si vous demandez votre chemin dans la rue à quelqu'un, vous connaissez pas la personne, ici vous dit que le chemin par votre destination est dans cette direction-là, vous allez dire, ok, la personne m'a dit que c'est dans ce sens-là, donc je vais croire la personne. Hein. Je ne vais pas me dire, bon, non, je la crois pas du tout, parce que j'ai pas encore réussi à prouver que cette personne était fiable. Donc voilà, il y a deux écoles en épistémologie sociale. Il y en a une qui dit, s'il n'y a pas de raison contre, il faut croire ce que vous disent les gens. Le simple fait qu'une personne dise quelque chose vous donne une raison de le croire. Et il y en a d'autres qui disent, non, en fait, il faut d'abord montrer que la personne est fiable, et ensuite seulement vous aurez des raisons de croire cette personne. Et vous voyez que ça fait deux images différentes. C'est est-ce que les gens, ça c'est la question philosophique, mais ça se traduit en question psychologique de la façon suivante. C'est est-ce que quand quelqu'un nous dit quelque chose, on accepte directement,
On est plutôt, voilà, bon, bah, la personne m'a dit quelque chose, donc je vais penser que c'est vrai. Ou est-ce qu'on est plutôt, genre, plutôt dans l'autre sens, très méfiant, je ne vais croire les personnes que si elles ont fait la démonstration qu'elles étaient vraiment fiables. Donc ça, c'est des questions qui, du coup, ont intéressé les psychologues. Et la réponse est entre les deux. Donc je vais pas entrer très en détail dans ces recherches. Il y a énormément de recherches qui ont été faites sur ces dernières, dans les 30-40 dernières années, sur comment les gens font confiance au pas aux autres. Si vous voulez un livre qui vient de publier en français, qui fait un résumé de ces recherches, c'est celui-ci, Panet de la dernière pluie de Hugo Mercier. Eh ben, la réponse est entre les deux, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu raisonnable. C'est l'idée que non, effectivement, on a tendance à croire les gens. On n'a pas besoin d'avoir leur profil, d'avoir leur biographie et 3 lettres de recommandation et leur CV pour leur faire confiance. Hein. Si je demande à quelqu'un dans la rue, c'est par où la plaine de Plainpalais, et qui me dit voilà c'est par là, je fais ok merci, puis je me dis pas mais au fait quel est votre groupe sanguin, est-ce que vos parents vous ont bien éduqué, etc., etc. Je fais bon voilà. Mais en même temps, on n'est pas non plus complètement crédule dans le sens où on n'accepte pas les informations sans se poser de questions. C'est-à-dire l'idée générale c'est qu'on croit les gens, mais au moment où, en même temps qu'ils nous disent on essaye de percevoir des indices qui pourraient laisser supposer qu'on devrait se méfier d'eux. On les croit, mais avec toujours en se disant, bon, est-ce qu'il n'y a pas une raison de se méfier, quoi. On n'est pas complètement crédule, ravi à prendre tout ce qu'on nous dit à argent comptant. Et donc, en psychologie, en sciences cognitives, on appelle vigilance épistémique. Donc, il va y avoir plein de trucs épistémiques. Hein, jusqu'à la fin du cours, on avait la dépendance épistémique. Maintenant, c'est la vigilance épistémique. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, épistémique, c'est ce qui a trait à la connaissance, hein, au cas où. Hein. Donc, la vigilance épistémique, c'est le nom que des psychologues et spécialistes en sciences cognitives ont donné à l'ensemble des mécanismes que la plupart d'entre nous utilisons quand quelqu'un nous dit quelque chose pour évaluer à quel point il faut croire ce que la personne nous dit. Donc, il y a l'idée qu'en fait, bon, bah, on s'en rend pas forcément toujours compte, mais il y a tout un tas de trucs, tout un tas de critères qu'on prend en compte de façon plus ou moins automatique des fois pour évaluer si on doit croire ou pas ce qui nous est dit. Donc le concept de vigilance épistémique qui date de 2010 et il vient d'un papier qui assez connu, dont le premier auteur est l'anthropologue Dan Sperber, dont je reparlerai tout à l'heure et la semaine prochaine. Et l'idée c'est qu'il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent être classés en 3 grandes catégories pour simplifier. Déjà, il y a l'idée qu'on évalue, pour faire confiance à quelqu'un, on n'évalue pas seulement l'émetteur, mais aussi le contenu de ce qui est dit. Ça, je vais y revenir, mais c'est l'idée qu'en fait, il y a une sorte de balance qui est faite, c'est que on ne regarde pas juste si on peut faire confiance à la personne, on regarde ce qu'il nous dit. Hein, par exemple, l'idée, c'est que si imaginez qu'il y a quelqu'un à qui vous faites parfaitement confiance, il arrive en vous disant, j'ai vu un éléphant rôde avec des petites ailes dehors, vous vous dites, bon, je fais très confiance à cette personne, mais là, je ne vais pas la croire. Hein. Je vais penser qu'il y a un petit problème, parce que le contenu de ce qu'elle me dit est complètement incroyable. Hein. Et ensuite, ça je vais détailler, on évalue ce que la personne dit, la personne elle-même, et la personne, on l'évalue sur 2 grandes dimensions, qui sont la compétence et la bienveillance. Alors, bon, le premier truc important, comme j'ai dit, c'est on va évaluer le contenu de ce qui est dit, parce que le contenu, la plausibilité de ce qui est dit va nous permettre de savoir à quel point on a besoin de faire confiance à la personne pour la croire. Donc ce que disent Sperber et collègues, c'est imaginez que c'est une personne complètement inconnue. Voilà, vous êtes dans la rue le soir, vous vous promenez, et là un homme très très louche sort avec une mine patibulaire d'un coin et il vous dit si le ciel est bleu, alors il n'est pas rouge. Et là vous vous dites bon, le type a l'air super louche, mais j'ai pas besoin de savoir si j'ai besoin de lui faire confiance pour savoir si ce qu'il dit est vrai, parce que ce qu'il dit est fortement vrai. C'est une tautologie, c'est évident. Donc là j'ai même pas besoin de me poser la question est-ce que ce type est fiable? Alors pour ma survie, oui, peut-être, hein, mais pour savoir si je dois croire ce qu'il dit, j'ai pas besoin de me poser la question, parce que ce qu'il dit est vraiment très évident. Vous voyez? À l'inverse, si quelqu'un me dit quelque chose d'assez douteux, par exemple, je sais pas, t'as pas vu aux infos, il paraît que la France a envahi la Suisse tout à l'heure. Là, vous allez dire, bon, qui est cette personne? Parce que ça a l'air quand même d'une information très improbable, très importante. Donc là, je vais avoir besoin que la personne soit très fiable pour la croire. Donc il y a l'idée, voilà, que déjà, avant d'évaluer la personne, on se demande à quel point on a besoin que la personne soit fiable pour la croire. Parce que si elle dit des choses évidentes, il n'y a pas besoin de l'évaluer. Et si par contre elle dit des choses impossibles, voilà, si je dis 2 plus 2 égale 5, je sais que vous faites tous très confiance et que mon statut de professeur me donne une aura incroyable, mais probablement vous n'allez pas me croire sur le coup, hein, on va pas se mentir. Donc ça c'est important parce que c'est au cœur d'un argument très important que donne Hume, qui est ici. Hume, dans son enquête sur l'entendement humain, justement, est un des premiers à discuter de ces questions.
Et ils discutent de est-ce qu'il faut croire au miracle, en fait. Est-ce qu'il faut croire au miracle? Parce que bon, les miracles, c'est un thème très important au XVIIe, XVIIIe, parce que les miracles sont censés apporter une preuve de la religion. Par exemple, si vous lisez les Pensées de Pascal, la vérité des miracles, c'est une des meilleures preuves de la vérité de la religion catholique pour lui. Et Hume dit, en fait, si vous les voyez pas vous-même, ce qui est assez probable, et si en fait on vous rapporte les miracles, si les gens vous disent qu'ils ont assisté à un miracle, est-ce que c'est raisonnable d'y croire? Et Hume a une thèse très forte où il dit que, vu qu'un miracle, par définition, c'est quelque chose d'absolument incroyable, dans lequel les lois de la nature, telles qu'on les observe nous-mêmes, sont violées, le contenu de ce qui est dit, l'affirmation du miracle est tellement incroyable qu'en fait, qu'importe la confiance que je fais à la personne qui me rapporte le miracle, cette confiance ne sera jamais assez grande pour rendre rationnel le fait d'accepter l'affirmation de la personne. Donc vraiment, ce que Hume décrit, c'est déjà c'est à l'avance ce que décrit Sperber et collègues, c'est l'idée que la confiance qui est nécessaire en une personne pour croire ce qu'elle dit est inversement proportionnelle à la plausibilité de ce qu'elle dit. Et l'idée, c'est que le miracle est tellement implausible, le miracle est par définition quelque chose de tellement peu plausible qu'il n'y aura jamais de degré de confiance assez grande pour que ça soit rationnel de croire au miracle. Sauf si vous le voyez vous-même, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, si c'est un témoignage de miracle, on ne devrait pas croire la personne. Oui? Alors oui, on peut, ça a toujours été l'idée de faire attester les miracles par tout un tas de témoins, mais disons que le point de Hume, c'est la chose suivante, c'est imaginer même qu'il y a... par exemple, imaginez qu'il y a une assemblée de spécialistes, philosophes, témoins, neuroscientifiques, qui viennent vous voir un jour et qui vous disent « Madame, vous n'existez pas. Vous allez vous dire, bon, vous êtes bien gentil, vous êtes bien très très compétent, mais je pense que je sais que j'existe, vous voyez. L'idée d'Hume, c'est que pour les miracles, c'est un peu la même chose. C'est que, bon, vous pouvez mettre autant de spécialistes que vous voulez, les miracles sont tellement incroyables par rapport à ce que moi je sais de la nature et ce qu'on sait par ailleurs de la nature qu'il va me falloir plus que du témoignage pour y croire. Il faut vraiment que j'y croie moi-même. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec Hume, mais c'est pour illustrer vraiment justement une des premières discussions de cette idée que la confiance nécessaire pour croire quelqu'un va en fonction inverse du caractère incroyable de ce qui est énoncé, quoi. Donc Hume, lui, en tirait la conclusion qu'on ne peut jamais croire au miracle par témoignage. Peut-être parce qu'il faisait jamais assez confiance aux gens, mais en tout cas, lui, c'était son affirmation. Donc voilà, donc l'idée c'est que d'abord on analyse le contenu, et ensuite en fonction du contenu, on va voir à quel point on a besoin d'avoir confiance en la personne pour croire ce qui est affirmé. Et donc plus ce qui est affirmé va à l'encontre de ce qu'on croit déjà, plus on va demander de confiance en la personne. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et alors, l'idée, c'est qu'on va ensuite évaluer les personnes sur deux grandes dimensions. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes dimensions qui vont être déterminantes pour savoir si on doit attribuer notre confiance à quelqu'un. Il y a d'un côté la compétence, et de l'autre, ce qu'on peut traduire par la bienveillance. Alors, qu'est-ce que c'est la compétence? Je pense que c'est assez simple, c'est que si la personne énonce quelque chose au sujet, à un certain sujet, il faut savoir, est-ce qu'elle a des chances de savoir ce qui est vrai à ce sujet-là? Donc par exemple, si quelqu'un vous dit il s'est passé ça à tel endroit, il faut vous demander est-ce que cette personne-là avait vraiment un moyen de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'elle était témoin? Est-ce qu'elle était sur la scène? Est-ce qu'elle a des caméras qui lui permettent de voir? Ou est-ce qu'elle l'a entendu dire par quelqu'un d'autre qui était à son tour sur la scène? Donc il faut déjà que vous vous posiez la question, est-ce que la personne a un moyen de savoir ce qu'elle sait? Par exemple, si je vous dis il existe une planète très très loin d'ici sur laquelle les gens aiment prendre des douches au champagne, et vous n'allez pas vous poser la question de savoir si c'est vrai, vous savez que j'ai aucun moyen de savoir si ce que j'ai dit est vrai. C'est peut-être vrai, mais j'ai aucun moyen de le savoir. Je n'ai pas de communication spéciale réservée à moi-même avec les habitants d'une autre planète. Bon, il y a aussi la question, est-ce que la personne est compétente dans des personnes qui recherchent des compétences? C'est-à-dire que, par exemple, si la personne vous dit oui, mais pour réparer là, ta voiture, elle a un problème, moi je pense que c'est telle partie de la voiture qui a un problème, c'est ça qu'il faut changer. Vous allez demander, mais en fait, est-ce que cette personne, elle sait vraiment quelque chose sur le fonctionnement des voitures? Parce que si elle sait rien et qu'elle dit des trucs au hasard, c'est assez embêtant. Donc ça, il faut connaître la personne, il faut connaître ses intérêts, il faut connaître ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la compétence. Mais une des idées de Sperber et ses collègues, c'est de dire, il y a des personnes compétentes qui peuvent aussi prendre avantage de nous. Une personne peut être compétente et pas très honnête, on va pas se mentir. Donc il faut non seulement que la personne soit compétente, mais qu'elle ait aussi des raisons, pas de raison de vouloir nous tromper.
Donc là, l'idée, c'est qu'on va on va se demander, est-ce que la personne a nos intérêts à cœur? Par exemple, on va faire plus confiance à des amis, par exemple, qu'à des gens qu'on connaît pas, parce qu'on se dit que bah, nos amis ont moins d'intérêt à nous tromper que les autres, en moyenne, et que de toute façon, en plus, il y a plus de chances que s'ils nous trompent, ça leur retombe dessus, par exemple, parce que bon, comme on traîne toujours avec eux, on pourra leur faire payer, quoi. Voilà. Donc on peut se poser la question, quelle raison, est-ce que la personne est honnête en général, et est-ce que dans cette circonstance précise, elle a des raisons particulière de vouloir me tromper ou pas. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on prend en compte, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éléments qu'on prend en compte assez jeunes, en fait. Donc beaucoup d'études sur comment les gens font confiance. Donc ça, c'est un tableau qui est tiré de cette conférence, qui est en fait un résumé de ce livre. Voilà, si vous voulez avoir un résumé du livre rapide par son auteur. Il y a un grand nombre d'études qui ont été faites, en partie par des chercheurs à Neuchâtel, sur à partir de quel âge les enfants prennent en compte les différents indices. Donc la question que se posaient ces chercheurs, et qui se pose plus trop maintenant, mais la question de recherche qui a initié ces recherches, est-ce que les enfants, c'est vraiment des gens qui croient n'importe quoi? Tu lui dis un truc, ils te croient, voilà. Donc c'est trop rigolo, on peut leur faire croire ce qu'on veut. Ou est-ce qu'en fait les enfants, bon, sont déjà un peu méfiants d'une certaine façon? Et là, vous avez un résumé des recherches qui montre que, bon, bah, au fur et à mesure des ans, les enfants développent une capacité de plus en plus grande à prendre ces différents types d'indices en compte. Donc l'idée, c'est qu'à l'âge de 2 ans, ils sont déjà capables de distinguer au moins certaines personnes qui sont compétentes dans certains domaines ou pas. Hein. Par exemple, ils savent que y a telle personne dans les parents qui sait mieux ce qu'il faut qui sait mieux ce qu'il faut faire pour la cuisine que d'autres, des choses comme ça, qui aura plus de chances de savoir où est rangé le doudou après avoir été lavé, etc., etc. Donc ils arrivent à montrer qu'il y a une sorte de partage des tâches au sein de la famille. Il y a des gens qui savent certains trucs et d'autres qui en savent d'autres. Et ils savent prendre en compte les intérêts, c'est-à-dire qu'ils vont avoir ils vont avoir plus tendance à faire confiance à ce que leur disent des gens dont ils savent que ces personnes les aiment et prennent soin d'eux, qu'à des gens dont ils n'ont aucune raison de penser que ces personnes ont intérêt à prendre soin d'eux. À partir de 3 ans, ils sont capables de prendre en compte l'idée que il faut se poser la question de savoir comment la personne peut savoir ce qu'elle dit. Hein. Est-ce qu'elle a un moyen d'information? Est-ce qu'elle est bien informée? Et si la personne n'a aucun moyen de savoir ce qu'elle dit, ça ne vaut pas le compte de le prendre. Et elle est capable de prendre en compte aussi les arguments. Alors ça, c'est important, je n'en ai pas parlé, c'est aussi, quand les gens nous disent des choses, des fois, ils nous donnent des arguments. Ils ne nous disent pas juste, voilà, c'est comme ça, point. Hein. Ils nous disent, voilà, c'est comme ça, parce que, etc. Et les enfants sont capables de prendre en compte les arguments dès l'âge de 3 ans. Et enfin, à partir de l'âge de 6 ans, ils sont capables de comparer différentes sources pour voir s'il y a un consensus entre les différentes personnes potentiellement compétentes pour voir si on peut leur faire confiance. L'idée que, si les gens disent si toutes les différentes personnes compétentes disent des choses différentes, alors peut-être qu'il faut faire confiance à aucune d'entre elles. Hein. Elles ne savent pas. Donc il y a l'idée que très jeune, on développe ces différentes capacités à prendre en compte certains indices pour savoir à qui faire confiance. Et donc il faut voir qu'il y a 2 composants à la confiance. La confiance, c'est à la fois une estimation de la compétence de la personne, mais c'est aussi une estimation de la bienveillance de la personne. Donc il y a une confiance au sens avoir confiance classique. Hein. Et bon, ça c'est important, je le rajoute maintenant. Il y a le fait d'évaluer ce qui est assez intéressant, c'est que le fait qu'on évalue les gens sur la compétence et la bienveillance, c'est quelque chose qui n'est pas limité à la confiance, parce qu'il y a une littérature complètement différente, qui est la littérature sur les stéréotypes sociaux, comment on classe les gens, les groupes sociaux, qui montre que les grandes catégories dans lesquelles on classe les gens, c'est selon un axe compétence et bienveillance. Assez automatiquement, on classe les gens, les groupes ou les gens en compétents et ou bienveillants. Et donc, les meilleurs groupes, c'est ceux qui sont compétents et bienveillants. Et puis, il y a des groupes qui sont compétents mais pas forcément bienveillants, genre, je sais pas, un médecin un peu bourru, si vous voulez. Il y a des gens qui sont bienveillants mais pas très compétents. Donc ça, les gens vont mettre, je sais pas quel stéréotype ils ont, mais des fois les artistes tombent pas mal dedans, ou les étudiants en littérature, des choses comme ça. C'est pas moi qui ai choisi, hein, on va pas se mentir. Et puis après, il y a les gens qui sont ni compétents ni bienveillants, et en général, ça se passe assez mal pour eux. Et bon, là, on va dire des trucs assez tristes, mais par exemple, dans les études qui sont faites aux États-Unis, les chômeurs tombent beaucoup dans ce cadran-là. Ah, les chômeurs, etc. Ou tous les SDF aussi, dans les trucs européens, ça passe pas mal. Il se dit, voilà. Donc comme je vous dis, c'est des études sur les stéréotypes des gens, donc c'est pas quelque chose de super sympa. Hein. Voilà. Donc, on a tout un tas de mécanismes pour choisir comment on fait confiance ou pas aux gens, et ça va nous amener à un problème qui est le problème de l'expertise.
Donc là, j'introduis encore un petit concept épistémique, pour changer. Donc, dans l'épistémologie sociale, il y a cette idée très très simple, je pense que vous allez très vite comprendre, c'est l'idée que nous avons une division du travail épistémique. Donc je pense que vous êtes tous au clair sur ce que c'est la division du travail en économie. C'est l'idée que ce qui permet aux sociétés d'augmenter leur productivité, d'augmenter la variété des activités, d'augmenter la variété des produits, c'est ce qu'on appelle la division du travail. C'est-à-dire dans une société dans laquelle il n'y a pas de division du travail, chacun fait toutes les activités de base lui-même, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Et dans une société où il y a la division du travail, il y a l'idée qu'il y a des gens qui vont s'occuper de produire la nourriture pour les autres, des gens qui vont s'occuper de produire les logements pour les autres, et du coup ça laisse la place pour faire plein de trucs inutiles comme des bijoux ou de la philosophie, quoi. Ça permet, ouais. Non mais c'est comme ça que ça marche, quoi. On va pas se mentir. Donc. Et l'idée simple de la division du travail en épistémologie sociale, c'est que comme on peut pas tout savoir par soi-même, comme on peut pas refaire l'enquête scientifique tout seul comme Descartes le voulait, en général, il y a une division du travail épistémique. On va compter sur les médecins pour apprendre à savoir ce qu'il y a sur les maladies, sur les historiens pour apprendre à savoir ce qu'il y a sur l'histoire, sur les juristes pour apprendre à savoir ce qu'il y a sur le droit. Et comme ça, si on a besoin de savoir quelque chose, on va leur poser la question. Et ce qui est important, c'est que même à l'intérieur de la science, il y a une division du travail épistémique. Si vous prenez par exemple une étude, si vous êtes un neuroscientifique qui fait une étude, par exemple, sur savoir ce qui se passe dans le cerveau quand vous suivez un cours de philosophie, par exemple, la machine qui va utiliser l'IRM, elle a été conçue principalement par des ingénieurs qui se sont eux-mêmes basés sur des théories physiques, sur le fonctionnement des champs magnétiques, et l'analyse des données, elle va être faite en utilisant des techniques statistiques, en général, on va pas se mentir, qui dépassent beaucoup l'entendement de la plupart des chercheurs. On va juste faire tourner le programme statistique pour voir si on a les résultats, et on ne sait pas forcément, ou alors même si on sait utiliser les techniques statistiques, c'est pas nous qui les avons démontrées de toutes pièces, on ne va pas refaire la démonstration des techniques statistiques. Donc même à l'intérieur de la science, il y a une division du travail épistémique. Et donc, une conséquence très simple de ça, encore une fois, assez intuitive, c'est que du coup, il y a des fonctions sociales qui sont liées à la connaissance. C'est-à-dire que s'il y a une division du travail épistémique, une division du travail de la connaissance au sein d'une société, il y a des gens dont le rôle va être défini en termes de fonctions de connaissance. Et c'est là qu'on introduit le thème de l'expert. Qu'est-ce que c'est l'expert? On va voir qu'il y a plusieurs sens, mais dans un premier sens, l'expert, il se définit par sa fonction sociale. Un expert, c'est celui qui, dans une société où certaines personnes ont des fonctions de connaissance précises, sa fonction, c'est de dire aux autres ce qui est vrai ou pas dans un domaine, de leur permettre d'avoir des connaissances sur ce domaine sans faire la recherche eux-mêmes. Est-ce que ça c'est là alors oui, donc la question, il y avait une question là-dessus. Est-ce que l'expert qu'on choisit comme source épistémique est censé penser par lui-même à propos de son propre domaine de spécialité, ou il peut également faire confiance à un autre expert, ou est-ce que cette chaîne de confiance s'arrête? En général, la plupart des gens qui sont experts ont été formés eux-mêmes dans leur jeunesse par d'autres personnes qui étaient des experts, et en général, ils se basent sur le travail d'autres experts. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qui est expert médical, en général, il a appris son expertise en suivant des cours à l'université d'enseignants qui étaient censés être des experts, et en général, il rafraîchit sa connaissance et ses résultats de ce qui est médicalement connu en se basant sur les études que font les autres. Il ne va pas se baser uniquement sur ses propres observations. Donc en général, même les experts sont dépendants d'autres experts, sinon on n'irait justement pas très loin. Donc l'expert lui-même n'est pas une sorte d'être qui pense par lui-même et qui dispense la parole à ceux qui sont incapables de penser par eux-mêmes. Il y a vraiment cette idée que tout est interconnecté. L'expert lui-même tire sa connaissance d'autres experts. Cependant, il faut distinguer deux sens du mot expert. Et ça c'est important, c'est comme je vous ai dit, une première façon de définir le mot expert, c'est comme un rôle social, c'est-à-dire l'expert, c'est celui dont la fonction dans la société, c'est de dire à ceux qui ne sont pas experts ce qui est vrai ou faux sur un domaine donné, de guider ceux qui ne sont pas experts sur un domaine donné. Mais des fois, on entend expert comme la personne qui détient une certaine capacité dans un domaine. Par exemple, moi je peux dire je suis expert dans l'art de faire des cookies, c'est ce que me disent mes enfants, mais je ne joue pas de rôle social d'expert, je suis expert dans l'art de faire des cookies au sens que j'ai la compétence. Personne vient me voir en me disant « Allez, grand maître, donne-moi ta recette et apprends-moi à faire des cookies. » Et il n'y a pas de chaîne de télé qui m'invite à passer pour donner ma recette de cookies. Voilà. Donc je suis un expert, mais au sens de capacité et pas au sens social. Est-ce que c'est clair, les deux? La distinction entre les deux. Donc on peut être expert dans un domaine dans le sens où on est très compétent dans le domaine. Il peut être expert dans le domaine au sens où on joue le rôle de la personne qui doit donner des informations aux autres dans ce domaine. Et bien sûr, ce qu'on aimerait bien, ce soit que les personnes qui sont expertes dans le premier sens le soient aussi dans le second sens. Ce serait chouette, ok.
Et c'est un peu, pour que ça marche, il faut que les personnes qui soient identifiées comme experts au sein d'une société soient effectivement des personnes qui détiennent une certaine capacité. Par exemple, là, je suis la personne qui donne le cours parce que, suite à tout un enchaînement d'événements fortuits, il se trouve que j'ai la place d'expert en philosophie. Donc je vous dis des trucs. Et tout le monde prie fortement pour que je sois effectivement expert dans le second domaine et que je ne sois pas en train de vous raconter n'importe quoi. Sinon, ce serait quand même vraiment très dommage et vous auriez perdu beaucoup de votre temps ces dernières semaines. Donc ça pose la question du danger des pseudo-experts. Qu'est-ce que c'est un pseudo-expert? C'est quelqu'un qui joue le rôle social de l'expert, mais qui n'en fait pas les compétences. Donc un exemple que vous connaissez peut-être, mais qui est plutôt français que suisse, il y a moins de chances qu'il me fasse un procès que les Suisses, c'est Stéphane Bourgoin. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, en fait? Alors Stéphane Bourgoin, c'est quelqu'un qui, en France, était très invité à la télé, dans les journaux, dans les émissions de télé, comme criminologue et spécialiste des serial killers. Stéphane Bourgoin, c'est quelqu'un qui avait une histoire dramatique. C'est quelqu'un dont la compagne avait été tuée par un serial killer. Et suite à cet événement tragique, il avait dédié sa vie à aller interroger dans leurs cellules les serial killers du monde entier pour mieux comprendre comment leur esprit marche, hein, et qui a ensuite expliqué ça à tout le monde. Bon, le problème, c'est qu'il y a 4 ans, donc je crois que c'est en 2020, il y a une petite bande de personnes qui sont intéressées à son cas et qui ont produit un documentaire montrant qu'en fait, tout ça est faux, absolument faux. Il n'a jamais eu de compagne tuée par un serial killer. Il n'a jamais rencontré les serial killers du monde entier. Il n'a jamais été conseillé, entraîné par le FBI comme il le prétendait. Mais du coup, il est passé, il a écrit beaucoup de livres et il est passé dans beaucoup d'émissions à la télé comme expert, justement, criminologue des serial killers. Ce qui prouve que, des fois, il y a des experts au sens social qui ne sont pas des experts au sens où ils n'ont pas spécialement de compétences dans le domaine. Donc toute la question, c'est de savoir comment on fait pour reconnaître qui mérite effectivement le rôle de l'expert, sachant que il y a des gens qui sont experts au sens où ils jouent le rôle, ils passent sur des plateaux télé, mais ils n'ont pas forcément les compétences derrière. Comment est-ce qu'on distingue le vrai expert du pseudo-expert? Alors là, il y a une question, hein, comme solution au paradoxe d'un... Ah oui, ça c'était une question pour le cours de Céline, mais on va répondre ici. Quel serait le critère à correctement identifier les bonnes sources épistémiques fiables? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si nous nous trouvons dans une situation où ces sources fiables se contredisent? Donc c'est ça. Imaginons que nous avons plusieurs experts qui se contredisent. Comment savoir si ces experts sont véritablement des experts, s'ils ont vraiment les compétences, lequel a raison? Et ça, c'est tout un problème, et c'est un problème assez ancien, en fait. Et pour ça, on va remonter un peu à Platon, parce que l'épistémologie sociale trouve dans Platon une des premières traces du questionnement, justement, sur l'expertise. Donc c'est tiré d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Charmide, qui n'est pas très lu. D'ailleurs, pour préparer le cours, j'avais consulté la page Wikipédia, et la personne qui a écrit la page Wikipédia nous indique clairement que c'est un dialogue dans lequel il n'y a rien d'intéressant, donc ça doit être un des premiers dialogues de Platon, il doit être en train de s'entraîner. Je suis pas sûr que ça soit très neutre et objectif d'un point de vue Wikipédia, mais bon, on va pas se... Voilà. Donc c'est un dialogue assez peu lu. C'est un dialogue qui commence quand une terrible bataille a eu lieu aux portes d'Athènes. Tout le monde, la plupart des Athéniens ont été décimés, et Socrate faisait partie de la bataille. Donc Socrate arrive à Athènes vivant, tout le monde est content de le voir, il dit « Ah mais Socrate, comment as-tu survécu? C'était pas trop dur ?» Et Socrate dit « Ah mais n'en parlons pas, est-ce que vous avez des jeunes gens beaux et intelligents à me présenter ?» Et c'est là qu'on présente Charmide à Socrate, qui est censé être l'homme dont tous les autres garçons sont amoureux, forcément. Et Socrate lui dit « Ah oui, mais moi je préfère quand ils sont aussi intelligents, donc es-tu aussi sage ?» Et donc ça s'entame tout un dialogue sur la sagesse. Et au bout d'un moment, c'est plus Charmide qui parle, c'est Critias, qui est un autre jeune homme qui veut impressionner Charmide. Donc il veut essayer de gagner son débat contre Socrate. Et Critias essaie de définir la sagesse, il dit « La sagesse, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est la science d'elle-même et des autres sciences. En fait, c'est une sorte de métascience. C'est-à-dire que les sciences connaissent des choses, la médecine connaît ce qui amène la santé, qu'est-ce que la maladie, la physique comprend comment le monde fonctionne, la rhétorique comprend comment agencer les mots pour convaincre les gens, mais il y a une science qui permet d'identifier les sciences, c'est la sagesse. Hein. C'est elle qui permet de dire, voilà, ça c'est une science et ça c'est pas une science. En fait, c'est presque une sorte d'ancêtre de l'esprit critique, si vous voulez, c'est un peu l'idée que il y a une sorte de connaissance un peu de second ordre qui nous permet de dire ça c'est pas vraiment de la science, ça c'est de la science, ça je peux y faire confiance, ça je peux pas faire confiance. Et Socrate va soulever un certain nombre de difficultés concernant cette définition. Voilà, donc je prends le dialogue. Hein. Donc Socrate dit « Dis-moi donc, repris-je, ce que tu entends juste par la sagesse. Je pense, dit-il, que seule entre toutes les sciences, la sagesse est la science d'elle-même et des autres sciences. Mais si elle est la science de la science, ne le sera-t-elle pas aussi de l'ignorance? Assurément.
En ce cas, le sage seul sera capable de se connaître lui-même, de juger ce qu'il sait réellement et ce qu'il ne sait pas, ainsi que de reconnaître dans les autres ce qu'ils savent et croient savoir, comment ce qu'ils croient savoir et ne savent pas. Tandis qu'aucun autre n'en sera capable. En un mot, la sagesse, être sage et se connaître soi-même, c'est savoir ce qu'on sait et qu'on ne sait pas. Est-ce bien là ta pensée? Maintenant, est-ce une même chose la science ou l'ignorance de ce qui est sain et la science ou l'ignorance de ce qui est juste? Nullement. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs sciences. Il y a des gens qui savent ce qui est... Or, dans le premier cas, c'est la médecine, dans l'autre, c'est la politique, et il s'agit ici de la science. Donc là, on est encore dans l'idée que la politique, c'est la science de ce qui est juste. C'est un petit peu... on va dire que c'est plus trop l'ambiance aujourd'hui, mais gardez ça en tête. Eh bien, celui qui ne connaît ni ce qui est juste, ni ce qui est sain, mais seulement la science, comme il n'a la science que de la science, saura bien probablement de lui-même et des autres qu'il sait qu'il possède une science, n'est-ce pas? L'idée, c'est celui qui a la sagesse, qui a la science des autres sciences, sera capable de dire ce type-là est un médecin, il a la science de la médecine, ce type-là est un expert politique, il a la science de la justice. Oui, mais ce qu'il sait, comment le saurait-il par le moyen de cette science? Car il sait ce qui est sain par la médecine et non pas par la sagesse, l'harmonie par la musique et non pas par la sagesse, ce qu'il faut pour bâtir par l'architecture et non pas par la sagesse, de même enfin pour tout, n'ai-je pas raison? Tout à fait. Le sage, il est vrai, reconnaîtra bien que le médecin possède une science, mais pour savoir quelle elle est, ne faudra-t-il pas chercher de quoi elle est la science? Car chaque science se distingue non seulement parce qu'elle est science, mais particulièrement parce qu'elle est telle science, c'est-à-dire la science de telle chose. Par exemple, ce qui distingue la médecine des autres sciences, c'est qu'elle s'occupe spécialement de ce qui regarde la santé. Oui. Donc pour examiner quelqu'un sur la médecine, il faut l'interroger sur ce qui la concerne, car ce ne sera pas, j'espère, sur des choses qui lui seraient étrangères. Non, sans doute. Pour bien faire, c'est donc sur ce qui a rapport à la santé qu'il faut examiner le médecin pour connaître son mérite. Il me semble que oui. Voilà ce que Socrate dit, c'est bon. Imaginons effectivement la sagesse et la capacité à reconnaître si une personne a la science ou pas. Imaginons maintenant que je veux reconnaître qu'une personne a la science médicale ou c'est un charlatan. Comment je fais? Je vais lui poser des questions sur la médecine. Il n'y a pas d'autre moyen pour savoir s'il est compétent en médecine que lui poser des questions sur la médecine. Il n'y a pas d'autre. C'est la seule méthode. Et ce sera en recherchant avec soin si tout ce qu'il dit ou fait est conforme à la vérité ou à la meilleure pratique. Nécessairement. Mais sans connaître la médecine, quelqu'un pourrait-il suivre cet examen avec succès? Non, certes. Ainsi, personne autre qu'un médecin n'en serait capable à ce qu'il paraît, pas même le sage, car outre la sagesse, il faudrait encore qu'il suive la médecine. En effet. Donc de toute manière, avec la sagesse, si elle n'est que la science de la science et de l'ignorance, on ne saurait distinguer le médecin qui sait son art de celui qui ne le sait pas et qui s'imagine le savoir, ni dans aucun autre art reconnaître le mérite de chacun, excepté toutefois dans l'art que l'on pratique soi-même, mais tous les artistes peuvent en faire autant. Il est vrai, dit-il. En gros, ce que dit l'argument de Socrate, c'est de dire, bon, tu as défini la sagesse comme la capacité à identifier si quelqu'un a la science dans un domaine donné, à reconnaître les experts, en fait, à reconnaître ceux qui ont vraiment la science, mais comment tu fais pour reconnaître un médecin? Tu l'interroges sur la médecine, et tu vas regarder s'il donne de bonnes réponses. Mais comment tu vas savoir si ces réponses, elles sont bonnes? Pour savoir si ces réponses, elles sont bonnes, il faut déjà que toi-même, tu saches des choses en médecine. Donc le paradoxe que Socrate essaye de mettre à jour, c'est que pour savoir si quelqu'un a une expertise dans un domaine, il faut déjà avoir une certaine expertise dans ce domaine, en fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de capacité supérieure générale qui vous permet d'identifier qui est un expert dans tel ou tel domaine si vous ne connaissez rien à ce domaine-là, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'expertise. Alors, on va voir qu'il est un peu fort, il y a des moyens de contourner, mais qu'il pose un vrai problème, c'est pour déterminer si quelqu'un est expert dans un sujet S, il faut déjà soi-même s'y connaître assez dans le sujet S. C'est-à-dire que voilà, si vous ne connaissez rien à un domaine précis, ça va être dur pour vous d'identifier qui est un expert. Et ça, le problème, vous allez dire, bon, ok, mais ça pose quand même un problème, parce que ça a l'air de dire que les experts sont un peu redondants, parce que si pour faire confiance à un expert, il faut identifier l'expert, et donc déjà savoir des choses dans ce domaine-là, finalement, la division du travail épistémique, elle marche pas très bien, quoi. S'il faut déjà que vous vous documentiez à fond en médecine pour savoir qui est un vrai médecin, qui est un expert en médecine, finalement, l'expert, il sert plus à grand-chose, parce que le but de l'expert, c'était de nous éviter d'avoir à faire le travail nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'expertise. Donc c'est par exemple comme ça que le nomment Sébastien Dieguez et Nicolas Gauvry dans ce petit livre qui s'appelle L'expertise sans peine, qui est en fait un guide pour devenir un pseudo-expert. Tout un tas de conseils. C'est assez marrant à lire, donc je vous conseille de le lire. Voilà, si vous voulez devenir quelqu'un qui passe pour un expert sans être un expert lui-même, il y a l'ensemble des conseils dans ce livre qui est assez bien écrit. Et donc, une façon qu'on pourrait avoir d'éviter le paradoxe de l'expertise, c'est de dire, bon, il suffit de demander aux autres experts si une personne est expert, mais vous voyez qu'on retombe un peu dans une sorte de difficulté, c'est, bon, il faut déjà savoir identifier quel est l'expert pour savoir qui est expert. Alors, on a quand même déjà une réponse dans l'Antiquité au paradoxe de Platon. C'est Aristote qui la donne dans son livre Les Politiques. Donc, dans Les Politiques, Aristote
diverge un peu des vues de son maître. Donc je sais pas si vous savez, mais Platon a une vision de la politique où la cité parfaite, c'est celle justement, c'est la cité qui est guidée de façon plus ou moins dictatoriale par l'expert philosophe, qui lui connaît la justice et le bien, c'est lui qui décide tout. Aristote, lui, il est plutôt pour la démocratie, enfin à la sauce athénienne, donc voilà, et il trouve que justement le paradoxe de l'expertise, c'est un problème pour la démocratie. Le principe de la démocratie, selon Aristote, l'argument principal de la démocratie pour Aristote, c'est que le peuple est capable de prendre de bonnes décisions et parfois de meilleures décisions que les experts parce qu'ils votent ensemble. Il y a une sorte de sagesse des foules. Mais si le paradoxe de l'expertise est vrai, bah, cet argument il tient pas bien. Si seuls les médecins peuvent juger de ce qui est médical, il faut donner le pouvoir en médecine aux médecins, et de la même façon, en politique, il faut le donner effectivement, comme Platon le voulait, à ceux qui connaissent la justice et les ressorts de la politique. Mais Aristote rejette ça et dit non, en fait, il y a des cas où on peut identifier un expert sans être expert soi-même. C'est très simple. Il dit la chose suivante, il y a certaines réalisations pour lesquelles leur auteur ne saurait être seul juge, ni même le meilleur juge. Nous voulons parler de ces arts dont les productions peuvent être appréciées en connaissance de cause, même par des personnes étrangères à l'art en question. Ainsi, la connaissance d'une maison n'appartient pas seulement à celui qui l'a construite, mais meilleur juge sera celui qui l'utilise, en d'autres termes le maître de maison, et un pilote portera sur un gouvernail une meilleure appréciation qu'un charpentier, et l'invité jugera mieux un bon repas que le cuisinier. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a certains domaines dans lesquels l'expertise se traduit dans des résultats, et il est possible d'apprécier le succès de ces résultats sans être un expert soi-même. Donc, par exemple, si je vous dis que je suis expert musicien et que je joue des morceaux délicieux, et que je joue un morceau devant vous et que vous dites putain c'est moche, vous n'avez pas besoin d'être expert et de musicien vous-même pour dire que peut-être que je vous ai un peu arnaqué quand même, quoi. Parce que vous allez dire bon, là je suis pas musicien mais je vois que c'est pas agréable à écouter. De la même manière, vous pouvez être très très nul en cuisine, mais voir que quelqu'un d'autre n'est pas expert en cuisine, parce que si ce qu'il fait est vraiment pas bon, vous cramez, dégueulasse, vous allez dire bon bah j'ai pas besoin moi-même d'être expert en cuisine pour savoir que cette personne n'est pas experte en cuisine. Et ainsi de suite. L'idée c'est que bon par exemple, peut-être que vous n'êtes pas spécialiste en tennis, on va prendre un exemple local, mais vous pouvez voir qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas de bons joueurs de tennis. Même si vous-même vous êtes techniquement pire qu'eux, si vous voyez qu'ils ne sont pas capables de rattraper une balle, vous pouvez vous dire, bon, clairement, il n'est pas expert en tennis. Donc, l'idée, c'est que bon, on peut surmonter le paradoxe de l'expertise dans les cas où l'expertise peut se traduire dans des actes et dans des produits que tout le monde peut évaluer. Par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il est expert en jonglage, vous lui filez 3 boules et puis vous lui demandez de jongler. Il n'y a pas besoin de vous-même d'être expert en jonglage pour le voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus de calibration. C'est l'idée qu'on peut calibrer notre confiance dans les experts, Goldman en parle, dans certains domaines où l'expertise peut être constatée avec des tests simples, en fait. Donc par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il est sourcier, qu'il a une expertise pour trouver de l'eau juste avec la force de sa pensée, vous pouvez mettre au point un test. Vous planquez de l'eau quelque part, puis vous regardez s'il trouve l'eau. Donc ça, c'est assez facile. Vous voyez à peu près comment fonctionne la réponse. Bon, le problème de cette réponse, c'est pas qu'elle est fausse, elle est vraie. On voit. Vous êtes pas, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sont pas faits pour faire des films et qui en font, même si vous-même vous n'êtes pas vous n'êtes pas capable de faire des films, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qu'on peut évaluer sans être expert dans le domaine. De la même façon, si vous n'êtes pas scientifique, mais que vous voyez une théorie qui est mal goupillée et qui présente plein de contradictions, vous pouvez vous dire bon voilà, il y a un problème. Le problème de cette solution, c'est qu'elle est que partielle, parce qu'il y a des champs dans lesquels c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de test, en fait. Par exemple, voilà, moi je prétends que je suis expert en philosophie. C'est pas comme le jonglage, il n'y a pas de test facile à faire pour le tester. Vous allez me dire, oui, mais récite-moi tous les titres des dialogues de Platon. Alors je peux le faire, c'est pas la question. Et l'idée c'est que ça paraît pas un test vraiment très pertinent, parce que c'est pas vraiment ça qu'on demande. La capacité qu'on demande à un chercheur en philosophie, c'est pas de connaître par cœur les titres de Platon. Et donc là, si je vous demandais, si je vous demandais de créer un test maintenant pour vérifier ma compétence en philosophie, vous voyez que c'est pas super facile. Alors, non seulement c'est pas, déjà il y a des champs dans lesquels, c'est pas clair que l'expertise est liée à des productions concrètes, comme la philosophie. Mais il y a aussi des champs dans lesquels, en fait, c'est assez difficile de mesurer. Il y a des champs dans lesquels les gens peuvent faire des choses, mais c'est assez difficile de mesurer quand est-ce qu'ils réussissent ou pas. Par exemple, une chose qui est intéressante, c'est que vous avez beaucoup de pseudo-experts en médecine, par exemple. Pourquoi ? Parce que, en général, c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce qu'il y a eu succès ou pas en médecine, en fait. Si je vous dis, moi, j'ai un nouveau remède secret qui guérit telle maladie, la plupart du temps. Et puis, des fois, des gens guérissent, mais vous savez pas si c'est mon remède ou s'ils ont guéri d'eux-mêmes. Et s'ils guérissent pas, vous pouvez dire, chaque remède a ses limites. Où est-ce qu'il y a vraiment la limite entre le succès et
et l'échec. Alors, un cas qui a beaucoup été étudié, c'est les experts politiques. Donc, c'est un spécialiste en sciences sociales américain qui est très connu, qui s'appelle Philip Tetlock, qui a fait des expériences très ambitieuses, vraiment sur le long terme, qui demandent beaucoup de logistique, sur les experts politiques. Son idée, c'est de voir quand les experts politiques, c'est-à-dire ce qu'il appelle experts politiques, c'est des gens qui ont des diplômes dans le domaine, mais aussi écrivent des blogs, des colonnes dans les journaux, passent à la télé pour faire des prédictions dans le domaine. Ces gens-là font des prédictions sur le futur. Ils vont dire « Ah oui, l'Ukraine ne durera pas longtemps contre la Russie », des choses comme ça, des trucs comme ça. Et la question, c'est de savoir, mais est-ce qu'en fait, ils sont au pif ou est-ce que vraiment, ils sont compétents? Et vous voyez que c'est pas complètement facile. Donc Tetlock a dit, voilà, une façon de le faire, ce serait de regarder avec quelle probabilité leurs prédictions se révèlent vraies. Mais la première chose qu'il a trouvé quand il a voulu faire ça, c'est de se voir, en fait, c'est juste pas possible de faire ça parce que la plupart des prédictions sont pas assez précises. Hein, si je vous dis, l'Ukraine ne tiendra pas face à la Russie, mais ça veut dire quoi? Au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans? Enfin, quand est-ce que ça s'écroule, quoi? Ouais, par exemple, si quelqu'un a dit ça il y a 2 ans, vous pouvez lui dire, oui, bah, t'as tort. Ben, il fait, non, non, vous allez voir, ça va s'écrouler d'une minute à l'autre, la Russie va gagner, pas de problème. Voilà, vous pouvez durer pendant un certain temps. C'est assez vague. Et bon, là, et encore, là, la prédiction que j'ai faite est très précise, mais des fois, les experts politiques font des prédictions encore plus vagues. Hein. Par exemple, il va dire, voilà, je pense que le capitalisme va perdre de l'influence dans les 20 prochaines années. Comment tu testes ça? C'est un peu difficile quand même, c'est assez vague, quoi. Alors donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tout un tas d'experts politiques et il les a fait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, faire des prédictions très précises sur tout un tas d'événements, en fait. Et ensuite, il a vérifié à quel point ces prédictions se révélaient. Alors, c'est des maths très compliqués parce qu'il leur demandait pas de faire des prédictions tout ou rien, il leur demandait quelle est la probabilité, par exemple, que tel événement se produise. 70%, 30%, 20%. Les gens pouvaient choisir sur une échelle, en fait, assez graduée. Et donc, voilà, c'est assez difficile. Vous voyez que, par exemple, du coup, c'est assez difficile de mesurer le succès de prédictions probabilistes. Si la météo vous dit qu'il y a 80% de chances de pluie demain et qu'il ne pleut pas, est-ce que la météo, elle avait tort? Comment vous faites pour vérifier ça? Pour vérifier ça, il faut prendre tous les jours où la météo avait prévu qu'il y aurait 80% de chances de pluie et regarder si, effectivement, dans l'ensemble de ces cas, elle a eu à 80% raison. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Bon, là, c'est un peu ce qu'ils font sur les prédictions des hommes politiques, des experts politiques. Et ce qu'ils trouvent, en fait, dans ce livre, qui est assez passionnant, mais mathématiquement assez riche, bon, c'est qu'en fait, ils sont à peu près équivalents à un benchmark qu'il appelle les chimpanzés qui lancent des fléchettes. C'est-à-dire qu'en gros, leurs prédictions se révèlent juste à peu près comme si elles étaient faites au pif. C'est-à-dire, mais ce qu'ils disent, c'est bon, mais par contre, ils pourront continuer leur carrière de prédicteurs politiques pendant très longtemps, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui fait pas les maths et qui traque pas toutes leurs prédictions de se dire, bon, ces gens-là sont au hasard ou sont pas au hasard. C'est très difficile pour quelqu'un qui les entend une fois comme ça de se dire, bon, là, il a tort, là, il a raison. Donc après, si ça vous intéresse, il dit quand même, on peut distinguer deux grands groupes. À l'intérieur des prédicteurs, on peut distinguer deux groupes, un qui est en dessous de la moyenne et un qui est au-dessus de la moyenne. C'est pour ça que ça s'annule. Il appelle les hérissons et les renards. Et il dit, voilà, les hérissons, le groupe des experts politiques hérissons, c'est ceux qui sont moins bons que le hasard. Et en général, c'est ceux qui expliquent tout par une seule idée. Hein, c'est l'idée, voilà, il se passe ça, c'est la faute au capitalisme, il se passe ça, c'est la faute au capitalisme, ou il se passe ça, c'est la faute à l'immigration, il se passe ça, c'est la faute à l'immigration. Voilà. C'est les personnes qui sont en mode un peu monomaniaque et qui expliquent un peu tout ce qui se passe par vraiment les mêmes principes. Et il dit, voilà, en général, ceux qui réussissent mieux, ce sont ceux qui sont capables d'intégrer plusieurs sources de causalité. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste pas terrible. Mais l'idée, c'est que ça reste pas terrible, mais c'est pas facile à voir, vous voyez. Hein. Il faut vraiment une enquête poussée. Et donc, il y a beaucoup de spécialistes comme ça pour lesquels on ne peut pas appliquer le test aristotélicien parce que c'est pas clair ce qui compte comme un échec ou pas. Vous voyez, hein. C'est ce que je disais, c'est l'exemple de la médecine. Les gens qui proposent des pseudothérapies, si à un moment la thérapie elle marche pas, c'est difficile de leur dire voilà, là vous êtes un charlatan parce qu'il y a toujours un cas où une thérapie peut pas marcher en fait. Hein. Donc vous pouvez pas juste vous baser sur un cas, vous devez les suivre. Alors en plus il y a un cas limite, ça, je vais en parler très vite. C'est Dan Sperber encore une fois qui théorise ça, il théorise l'effet gourou. Il dit voilà, une fois qu'en tant qu'expert vous avez atteint un niveau de notoriété assez grand, en fait ça devient de plus en plus difficile de vous tester. Dans certains domaines, dans le sens où ce qui pourrait paraître des raisons
ce qui pourrait paraître des raisons de ne pas vous faire confiance deviennent des raisons de ne pas vous faire confiance. Donc lui, il dit voilà, par exemple, en France, parce que lui, il a travaillé en France, il y avait certains intellectuels qui avaient acquis une telle notoriété que ils pouvaient dire n'importe quoi. Si les gens ne comprenaient pas, ils se disaient bon, moi je comprends pas. Donc le type doit être en train d'essayer de nous arnaquer, c'est ah non, je comprends pas, mais c'est parce qu'il est tellement au-dessus de nous, c'est une preuve supplémentaire de son génie. C'est-à-dire que si vous arrivez à une certaine barre de notoriété dans l'expertise, ce que vous faites va être réinterprété de façon charitable de toute façon, donc ça va être très très dur de montrer que vous êtes pas compétent. Donc il appelle ça l'effet gourou dans le cas où, principalement dans le cas intellectuel, c'est si vous avez une certaine notoriété intellectuelle et si vous pondez des trucs imbitables, les gens pourront quand même se dire non, c'est pas parce que c'est nul, c'est parce qu'en fait c'est trop profond pour nous. Donc c'est une preuve supplémentaire de son génie. Donc là, ça va être difficile de faire tomber l'expert de son piédestal. Alors du coup, comment est-ce qu'on va distinguer les faux des vrais experts? Donc ça, c'est un champ d'études en épistémologie sociale. Il n'y a pas de bonne réponse, dans le sens de réponse qui me satisfera en disant « Oh super, on a un critère, c'est bon ». L'idée, c'est que c'est vraiment une question difficile dans laquelle on est toujours en train de négocier sur plein de critères. Et l'article que je vous ai donné, c'est un article de 2001 d'Alvin Goldman, qui est un peu vieux, mais qui est un article vraiment très classique du domaine. C'est un des articles les plus classiques du domaine de l'épistémologie sociale. Et vous voyez que justement, il dit, voilà, la plupart des choses qu'on sait, on les sait grâce aux experts. En tout cas, une grande partie des choses, on les sait grâce aux experts. Mais des fois, les experts se contredisent. Et dans ce cas-là, il faut choisir quel expert croire et quel expert croire. Quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour savoir quel expert croire. Et donc, je ne vais pas résumer tout le papier, parce que vous l'avez lu, mais je vais résumer les points principaux rapidement. Il y a 2 étapes dans le papier. Déjà, il définit ce que c'est qu'un expert. Et ensuite, il détermine un certain nombre de critères qui pourraient permettre aux non-experts d'identifier les experts auxquels se fier. Alors, il propose plusieurs critères pour définir ce qu'est un expert. Être un expert dans le domaine D. Alors, il dit bien que c'est un expert cognitif. Il dit qu'il y a plusieurs types d'experts. Par exemple, si quelqu'un qui est expert à réparer des trucs, c'est un expert pratique. Il est expert en réparation. Là, il parle de l'expert cognitif, c'est un expert dans le sens où c'est quelqu'un qui vous donne des informations. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc, par exemple, les gens qui sont experts au tennis, par exemple, pour reprendre l'exemple, c'est pas forcément des experts cognitifs. Ils vous connaissent pas tout à la physiologie du tennis. Enfin, peut-être que si, mais en fait, on les juge d'abord par leur capacité à jouer au tennis, pas par les informations qu'ils transmettent. Et là, on parle des experts qui donnent des informations. Il dit voilà, donc déjà, le truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que l'expert, dans un domaine D, il doit posséder plus de connaissances que les autres dans le domaine en question. Sinon, il n'est pas expert. S'il possède le même niveau de connaissances que tout le monde, il n'est pas plus expert que les autres. Il n'y a pas de raison qui distribue ses connaissances aux autres, qui connaît autant de choses que les autres. Mais il dit, bon, c'est pas juste ça. Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui apprend tous les fun facts de la physique, qui en sait même plus sur la physique que quelqu'un qui est physicien dans le domaine, mais ça ne sera pas un expert juste parce qu'il a mémorisé tout. Voilà, il y a d'autres critères. Goldman dit c'est aussi quelqu'un qui est capable de former plus facilement et plus efficacement de nouvelles croyances vraies concernant le domaine D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, moi je suis censé être expert en philo, mais il y a énormément de domaines de la philo que je ne connais pas, on va pas se mentir. Mais le truc c'est que si je prends quelqu'un au hasard dans la salle et qu'on dit voilà, vous préparez un cours sur ce domaine auquel vous connaissez rien pour la semaine prochaine, en général, je serai plus rapide parce que j'ai quand même une meilleure idée de savoir où chercher les informations, quelles sont les procédures à faire. Vous voyez? Donc c'est l'idée que l'expert, même quand il ne sait pas, il a la capacité à aller trouver l'information de façon fiable et plus rapide que le non-expert, parce qu'il connaît le champ. De la même façon, quelqu'un qui est médecin et qui est confronté à un cas qu'il n'a jamais vu de sa vie, il a sûrement plus de chances de savoir où chercher pour trouver les informations pertinentes que moi, par exemple. Je cherchais sur Doctissimo. Voilà, vous voyez, donc donc l'idée c'est que non seulement il a plus de connaissances, mais il a une connaissance intuitive du champ qui lui permet de savoir où chercher les nouvelles informations, quelles sont les méthodes pour trouver les informations pertinentes. Et surtout, ce qui est important, il dit, voilà, l'expert a une connaissance de second ordre du domaine D, c'est-à-dire qu'il sait des choses sur D, mais aussi sur ce qu'on sait de D. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en général, quand vous êtes physicien ou quand vous êtes chercheur dans un domaine, vous savez non seulement des choses sur le monde réel, sur la physique, mais vous savez aussi des choses sur par exemple, la physique en tant que discipline elle-même. Vous savez quelles sont les théories dominantes dans le domaine, quelles sont les théories qui sont discréditées, quelle est la quantité d'expérience et de données qui donnent raison à telle théorie plutôt que telle autre. Donc vous savez des choses sur le domaine, vous savez aussi... donc vous pouvez parler de la physique en tant que discipline. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que vous êtes capable d'identifier quelles sont les théories bonnes, les théories en vogue, les théories pas bonnes, etc. Donc ça, c'est ce qui fait la nature de l'expert, mais bon, l'idée, c'est que c'est pas la même chose qu'on va utiliser pour savoir qui sont des experts. Parce que si je pouvais faire tout ça,
J'aurais pas besoin d'un expert, je serais expert moi-même. Hein. Donc je ne peux pas utiliser ça pour identifier les experts tels quels. Alors là, il y a quelqu'un qui pose la question, hein, est-ce que Goldman définit la notion d'expertise cognitive en termes de connaissances? Un expert cognitif, dans le sens fort du terme, serait quelqu'un avec, entre autres, une quantité considérable de connaissances à propos d'un certain domaine. Or, la connaissance est factive. Si S c'est que P, alors P est vrai. Toutefois, beaucoup de théories scientifiques acceptées tout au long de l'histoire, en dépit de leur succès explicatif, se sont avérées être fausses, et à en croire l'argument d'induction pessimiste, il y a raison de douter que les théories proposées par les experts actuels soient vraies. À la lumière de cela, est-ce que la conception défendue par Goldman, qui lie étroitement la notion d'expertise cognitive dans son acception forte à la notion de connaissance et donc de vérité, peut être jugée satisfaisante? Alors c'est vrai, il semble y avoir un problème en disant, on dit voilà, l'expert c'est celui qui sait plus de choses au sujet du domaine D, mais si les théories scientifiques sont toujours temporaires, qu'on ne les sait pas vraiment, est-ce qu'on peut parler d'avoir plus de connaissances en sciences? Alors en fait, oui, dans le sens où l'expert scientifique, sa connaissance, c'est pas juste qu'il connaît les théories, il connaît aussi quelles expériences les soutiennent, quelles ont été les données collectées en leur faveur. Il y a tout un tas de choses que l'expert scientifique sait, en plus des théories. Donc on peut dire peut-être qu'on ne peut pas savoir si les théories sont vraies, mais il sait quelle somme, quelle quantité d'expérience a été faite, quelles sont les données, les arguments en faveur de telle théorie. Donc même en supposant qu'on ne peut pas savoir les théories scientifiques parce qu'elles sont toujours mouvantes, il y a quand même plein de choses que l'expert scientifique peut savoir dans son domaine. Et là, il y a quelqu'un qui me pose une question qui porte sur justement la deuxième condition, le fait que l'expert scientifique se reconnaît à sa capacité à créer plus facilement de nouvelles connaissances. Et la question, c'est de savoir, mais est-ce que la capacité à créer de nouvelles connaissances, c'est pas ce qu'on appelle l'esprit critique, hein? Donc voilà ce que dit la question. Hein. Sa description partielle de la notion d'expertise renvoie beaucoup à certaines définitions d'esprit critique, surtout lorsqu'en outre Goldman rappelle dans sa conclusion que l'épistémologie sociale appliquée pourra nous indiquer quel type d'éducation donner aux jeunes gens. Pourtant, cela semble problématique de faire cette association, car alors un ou une sujet novice ne serait pas en mesure de faire preuve d'esprit critique, sans pouvoir être considéré à la fois comme une expert dans le domaine dont il discute. Donc je pense que l'idée, c'est, si la marque de l'expertise est la capacité à créer de nouvelles connaissances, créer de nouvelles croyances vraies, et qu'on définit l'esprit critique par la capacité à identifier quoi croire, donc comment avoir de nouvelles croyances, est-ce que ça veut dire que il faut forcément être expert pour créer de nouvelles expert pour avoir de l'esprit critique, pour avoir cette capacité à créer de nouvelles croyances? Alors non, pas forcément, parce que l'idée de Goldman, c'est pas que le scientifique est le seul qui est capable de créer de nouvelles croyances vraies, c'est qu'il est meilleur et plus rapide et qu'il a de meilleures capacités dans son domaine à former ces nouvelles croyances. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour quiconque n'est pas expert dans un domaine de former de nouvelles croyances. C'est juste que c'est plus rapide. Donc par exemple, si on vous demande d'aller identifier, de rédiger un essai sur un sujet que vous ne connaissez pas en philosophie, vous pouvez le faire si vous êtes expert dans le domaine en allant vous renseigner, mais probablement que quelqu'un qui est expert en philosophie aura plus de facilité à trouver les informations et donc formera ses croyances plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les experts qui peuvent former une nouvelle croyance. Alors comment est-ce qu'on identifie les meilleurs experts selon Goldman? Goldman propose 5 critères que peut utiliser le novice, c'est-à-dire le non-expert, pour identifier l'expert. Déjà quelque chose qui est intéressant, il peut dire voilà, il faut que l'expert donne des arguments en faveur de sa position, et peut-être qu'on peut évaluer les arguments. Alors ça, bon, c'est à double tranchant quand même. Donc l'idée, c'est qu'en gros, l'expert, quand il donne son verdict, il n'arrive pas en disant la vérité c'est ça, et voilà, je repars tranquillement, j'ai fait mon travail. En général, il dit voilà, c'est comme ça, pour telle et telle raison, parce que ceci, parce que cela. Donc il donne des arguments, ou en tout cas des données en faveur de ce qu'il présente. Un bon expert, il explique, hein, il ne dit pas juste voilà, c'est ça la vérité, il doit censé expliquer un petit peu aux novices. Et donc il y a l'idée qu'on peut essayer d'évaluer les arguments qui sont donnés par les experts. Bien sûr, il ne faut pas que les arguments soient trop compliqués. Alors, moi, par exemple, si je demande à un expert en mathématiques la preuve de tel théorème trop compliqué pour moi, il me donnera forcément en démonstration. Je ne suis pas sûr que je serais très avancé, hein, parce qu'il pourrait me donner une fausse démonstration, ce serait pareil pour moi. Mais on peut imaginer que dans certains cas, s'il y a des arguments qui nous paraissent meilleurs d'un côté que de l'autre, ça peut nous aider à choisir un expert plutôt que l'autre. Après, ça suppose que les gens sont bons à évaluer les arguments, parce qu'on pourrait dire peut-être que dans certains cas, les arguments les plus simplistes sont les meilleurs. Donc il y a quand même un risque là-dedans. Il y a les succès et échecs passés de l'expert, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est la réponse d'Aristote, c'est est-ce qu'on peut pas faire aux experts des trucs qui permettent de montrer qu'ils sont effectivement experts? Et on a vu qu'il y a des champs où c'est assez facile, et puis il y a des champs dans lesquels c'est assez compliqué. Hein. Par exemple, bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est les succès et les échecs pour des experts en physique, par exemple? Vu qu'en plus on a expliqué dans le cours sur la science que ça fait partie de la marche normale de la science de tenter
de tester des théories et de se tromper. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est un mauvais scientifique, c'est pas évident. Alors bien sûr, il y a l'accord avec les autres experts, sur lequel je vais revenir. Donc c'est si vous avez identifié plusieurs personnes qui sont experts, qu'il y en a tout un tas qui sont d'accord, ça semble plus logique de suivre ceux qui sont d'accord entre eux. Il y a ce qu'il appelle les méta-experts. Alors qu'est-ce que c'est les méta-experts? C'est c'est les indices qui peuvent nous dire si quelqu'un est effectivement expert. Donc, il dit par exemple, bon, bah, il y a les titres. Hein. Dans chaque pays, on a tout un tas de mots-clés qui vont donner des idées aux gens. Hein. Par exemple, en Suisse, si ça vient de l'école polytechnique, ça va là, tout de suite, là, ouais, on peut faire confiance, quoi. Si aux États-Unis, ce sera le MIT, et puis en France, ce sera une grande école au hasard. Donc il y a tout un tas d'indices que les gens ne sont pas experts, mais ils savent que ça, c'est prestigieux. Donc ils peuvent éventuellement utiliser ça. Et enfin, il y a la présence de biais ou de conflits d'intérêts de la part de l'expert. C'est l'idée qu'on a vu que pour juger s'il faut y croire quelqu'un, il ne faut pas juste juger sa compétence, il faut juger aussi est-ce qu'il a des intérêts ou pas de nous tromper. Et donc, ce que dit Goldman, c'est qu'on peut se demander est-ce que cette personne a intérêt à être honnête ou est-ce qu'elle a intérêt même à tordre la vérité d'un côté. Ça peut être des intérêts financiers. Donc, par exemple, si telle personne qui a créé une start-up pour des traitements à base de vitamine C vient vous expliquer que oui, la plupart des maladies se soignent à la vitamine C, on a fait des études sur le sujet, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous dire, alors peut-être qu'elle a intérêt à dire que la vitamine C soigne, quoi. Ou alors, bon, bah, par exemple, si vous avez un expert politique russe qui vient vous expliquer son point de vue sur la guerre russo-ukrainienne ou un expert ukrainien, vous pouvez vous dire peut-être que ces gens-là ont peut-être des affiliations qui les empêchent d'être complètement objectifs sur le sujet. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est de voir est-ce qu'il y en a un qui a moins de conflit d'intérêt, on peut réajuster sa confiance en fonction de ça. Alors ça aussi, c'est un peu casse-gueule, dans le sens où ce que nous a montré l'expérience ces dernières années, c'est qu'en général, il se trouve que beaucoup de pseudo-experts, c'est-à-dire de gens qui prétendent être experts dans un domaine, parce qu'ils sont des pseudo-experts, n'ont pas d'affiliation, surtout en médecine par exemple. Si vous n'êtes pas un expert en médecine, si vous n'êtes pas un chercheur en médecine, vous avez peu de chances d'avoir des liens d'intérêt en fait, parce que vous êtes nul, personne ne veut vous payer de l'argent. Hein. Et à l'inverse, les gens qui font de la recherche en médecine, vous allez trouver souvent des liens d'intérêt. Hein, parce que c'est un monde dans lequel on a besoin des financements des entreprises privées pour tester les traitements, etc., etc. Donc bon, ça aussi c'est un indice qui est encore un peu flou. Et justement, beaucoup de gens qui sont des pseudo-experts aiment se gargariser en fait de leur indépendance, du fait que eux n'ont pas de lien d'intérêt. Oui, non, ils n'ont pas parce que personne veut d'eux. Mais du coup, ils peuvent se prévaloir de cette indépendance-là pour justement se faire valoir au-dessus des experts. Alors, quelques questions au sujet du texte de Goldman. Est-il raisonnable de supposer que le novice n'a jamais accès au domaine d'expertise, au domaine ésotérique? Il me semble que dans la plupart des cas, et cela vaut pour les exemples cités par Goldman, à savoir la théorie de l'évolution, le novice peut avoir des connaissances de base qu'il peut utiliser pour voir si l'argument de l'expert est cohérent. Alors en fait, oui et non, ça dépend, dans le sens où Goldman est tout à fait d'accord. Il finit d'ailleurs, je crois, le papier sur cette note positive en disant « Je pense qu'en fait, dans la plupart des champs, le novice peut utiliser ses connaissances pour voir s'il y a des arguments un peu pourris, pour estimer ces choses-là. » Et donc il est d'accord avec cette idée-là, c'est juste que pour lui, par définition, à partir du moment où c'est une évaluation, où c'est un type de déclaration qui est évaluable par le novice, ça ne tombe pas dans sa définition de déclaration ésotérique. Il appelle juste déclaration ésotérique tout ce qui dépasse l'entendement du novice. Donc la réponse à la question est par définition non, le novice ne peut pas comprendre ce qui est une déclaration ésotérique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évaluer l'argument de l'expert, parce qu'il y a sûrement un recoupement entre ce dont parle l'expert et des choses dont il est compétent. Bon, et ça c'est quelque chose qui est important, parce que ce que ça suggère, c'est que il est important pour permettre aux gens de distinguer les experts qu'ils aient déjà une culture de base solide dans un certain nombre de domaines. Vous pouvez pas... ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir une division complètement, une division du travail épistémique complètement stricte où on dit aux gens « Non mais vous occupez pas, connaissez rien, les experts vont laisser les experts faire ». C'est important que les gens aient au moins une base solide dans un grand nombre de domaines pour ensuite pouvoir être capable d'apprécier les arguments des experts dans ces domaines et choisir les experts. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la présence de l'expertise ne supprime pas la nécessité d'une base de connaissances assez solide. Donc là, il y a question de savoir, quelqu'un qui est un peu déçu par la réponse sur les biais. La partie sur les biais est extrêmement frustrante. L'auteur montre les difficultés et problèmes auxquels le novice peut faire face concernant les biais et les conflits d'intérêts des chercheurs.
et des chercheuses, mais ils ne proposent rien de plus, alors que je trouve que l'un des cœurs du problème se trouve là. En quel expert avoir confiance quand on dirait qu'ils ou elles sont tous corrompus d'une manière ou d'une autre? Pourquoi les biais de l'un discréditeraient davantage sa position par rapport aux biais d'un autre? Donc l'idée de Goldman, c'est plus de dire, bon, bah, s'ils sont tous biaisés, bah, vous n'êtes pas plus avancé que ça. Mais si vous trouvez imaginez que vous avez plusieurs experts, ils sont en désaccord, et vous pouvez expliquer les désaccords d'un groupe d'experts par le fait qu'ils aient intérêt à dire ça vous donne des raisons plutôt de placer votre confiance sur l'autre groupe d'experts. Maintenant, s'ils sont effectivement tous pourris, ça va être difficile. Mais même dans ce cas-là, c'est possible. Ce qui compte, c'est pas qu'ils soient pourris en général, c'est qu'ils soient pourris sur le sujet pertinent, tu vois. Par exemple, si vous dites, voilà, tel expert est payé par l'industrie du tabac en général, donc il est pas net, mais qui parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le tabac, bon, pourquoi pas, quoi. Hein, il faut aussi savoir appliquer ces choses-là au contexte d'expertise. Et il y a quelqu'un qui pose la question en disant, bon, ben oui, mais c'est bien beau de croire les experts, mais ce qu'on regarde ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est que des fois, les experts disent des choses qui ne sont pas vraies. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve soit avec des conspirationnistes qui soit ne croient pas les experts officiels, soit avec des conspirationnistes qui croient les experts officiels, qui eux-mêmes sont conspirationnistes, et du coup, ils ne seraient pas irrationnels, et donc ce ne serait plus une théorie du complot. Alors, il y a plusieurs questions. Imaginons qu'en fait tous les experts disent quelque chose de faux. Bah dans ce cas-là, oui, je suis désolé, c'est pas irrationnel de croire les experts. Si tous les experts sont d'accord et qu'ils tombent sur quelque chose de faux, c'est pas irrationnel de votre part de croire les experts. Ça veut juste dire que des fois, on peut suivre des procédures rationnelles et arriver à des conclusions fausses. Il n'y a aucune procédure qui est sans faille, quoi. La question, c'est est-ce que si tous les experts étaient d'accord avec une version, ce serait plus une théorie du complot? D'une certaine façon, selon les définitions qui ont été proposées, oui, parce que l'idée, c'est qu'une théorie du complot, c'est quelque chose qui est caché massivement par la société. Donc, si tous les experts se trompaient, imaginons que, je pense que la plupart des experts en politique sont d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak quand ça a été attaqué. Hein. Mais imaginons qu'on se trompe, que la plupart des experts se trompent. En fait, il y avait des armes de destruction massive en Irak, elles ont juste été super bien cachées. Du coup, tout le monde est trompé. C'est pas une théorie du complot de votre part de penser qu'il n'y avait pas d'armes, que l'administration Bush a menti. Hein. C'est pas une théorie du complot de votre part parce que ce que vous croyez est en ligne avec la connaissance dominante. En tout cas, selon les définitions qui ont été proposées. Mais donc, ça c'est un peu le problème, c'est la raison pour laquelle cette séance et le début de la séance prochaine va être décevant, c'est qu'on n'a pas on va pas se mentir, on n'a pas trouvé de façon d'avoir toujours raison. Hein. Voilà, donc ça je vous le dis tout de suite, voilà. J'étais pas en train de garder le secret jusqu'à la dernière séance du cours. J'ai pas la solution qui vous permettra d'avoir toujours raison et de jamais vous tromper, ce qui est un peu l'idéal ultime de l'esprit critique. Et oui, en général, les experts se trompent. Par exemple, comme on avait parlé il y a pas longtemps, si vous étiez 14e, 15e siècle, la plupart des astronomes pensaient que la Terre était fixe au milieu de l'univers. Il y avait des bonnes raisons pour ça, ils avaient des arguments qui n'étaient pas dégueulasses, hein, en plus. Si vous les aviez crus, ça aurait été totalement rationnel de votre part, vous auriez quand même eu très très tort. Donc oui, de temps en temps, croire les experts, c'est pas la meilleure façon. L'idée, c'est plutôt de se poser la question de savoir si tous les experts sont en contradiction avec moi, est-ce que j'ai pas plus de chances de me tromper en me disant je vais croire le contraire de tout ce que les experts disent, plutôt que je vais croire ce que les experts disent. Ça semble quand même être une meilleure méthode, même si elle n'est pas infaillible. Alors je vais finir cette question pour aujourd'hui, puis on finira les quelques slides qui restent au début de la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut utiliser les critères de Goldman pour être plus humble, hein? Est-ce que les critères de discernement d'expertise par un novice selon Goldman permettraient de résoudre une situation dans laquelle un ou une soi-disant expert surestime sa propre expertise? Oui, d'une certaine façon, il y a l'idée que, imaginez quelqu'un qui ne connaît rien, pas grand-chose dans un domaine donné, par exemple la psychologie, et pense qu'il sait tout sur le domaine. Il pense qu'il peut juger que... Il sait tout sur le domaine, ses opinions sur le domaine sont très très pertinentes. Normalement, il y a quand même certains critères de Goldman qui devraient lui mettre la puce à l'oreille. Par exemple, ce qui est très important, c'est qu'il devrait se dire, l'accord avec les autres experts. Alors, si je pense être très compétent dans un domaine, mais que tous les gens compétents dans le domaine disent le contraire, et surtout, le critère 4, qui est le méta-expert, si tous les gens qui sont compétents dans le domaine me disent que je ne suis pas compétent dans le domaine, normalement, la chose rationnelle à faire, ce serait de me dire, mais merde, peut-être que je ne suis pas compétent dans le domaine, en fait.
quelque chose comme ça. Donc donc on pourrait imaginer qu'effectivement ces critères permettent aux gens de se calmer un petit peu, de se dire voilà peut-être qu'en fait je peux utiliser ces critères. Alors il y en a qui sont durs à utiliser. Est-ce que je peux évaluer mes propres arguments? Est-ce que je peux évaluer mes propres succès passés? C'est dur. Mais bon, par contre, je peux voir que les gens sont pas d'accord avec moi et pensent qu'en fait j'y connais rien. Donc on pourrait penser que quelqu'un de rationnel dans ces circonstances-là se dirait bon, ben, finalement je suis pas un expert. Après, ça c'est la version rationnelle. Hein. Après, dans la nature humaine est telle que bon, ben, clairement il y a des gens qui se diront en fait, ben non, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Hein. Si la raison pour laquelle tous les experts sont pas d'accord avec moi et juste que je suis nul, c'est parce qu'en fait je suis tellement génial que les gens sont jaloux ou ne reconnaissent pas mon génie. Mais en tout cas, si vous pensez que vous êtes expert dans un domaine, vous pouvez essayer d'appliquer ces choses-là à vous-même pour vous demander si c'est effectivement le cas. Alors voilà, il nous reste juste quelques trucs à dire sur l'argument d'autorité, on les verra au début de la semaine suivante, puis après on parlera des biais cognitifs, parce que jusque-là on a vu plutôt faire confiance aux autres, hein, comment est-ce que fait confiance ou pas aux autres, mais il faut aussi savoir à quel point on se fait confiance ou pas à nous-mêmes et à nos propres impressions. Donc ça sera le thème de la séance sur les biais. Et donc, pour la séance sur les biais niveau lecture, je vous propose une nouvelle formule dont vous êtes le héros, c'est-à-dire qu'il y a 2 textes. Si vous ne connaissez absolument rien sur le sujet des biais, voilà, il y a un texte qui est un texte introductif sur les biais cognitifs. Il y a un article d'encyclopédie philosophique qui est vraiment pas mal et qui vous donne une introduction assez satisfaisante au domaine. Si vous pensez que vous êtes déjà à l'aise sur la question des biais, que vous connaissez des choses comme biais de confirmation, qu'est-ce que c'est un biais cognitif, qui sont Kahneman et Tversky ou des choses comme ça, il y a un article d'un chercheur sur le fait de savoir si l'esprit critique